Je me tenais devant la porte du bureau et j'ai entendu mon mari dire que ma femme ne savait toujours pas que j'avais demandé le divorce. J'ai regardé sa secrétaire féminine qui souriait d'un air suffisant. Je n'ai pas fait de scène de jalousie mais j'ai tranquillement verrouillé mes 59% des parts de l'entreprise. Le lendemain, toute l'entreprise a assisté à un démasquage terrifiant. Je suis rentré à New York un jour plus tôt que prévu. Le voyage d'affaires à Chicago s'était conclu favorablement et en avance. J'étais censé rester une soirée supplémentaire pour dîner avec nos partenaires. Mais pour une raison quelconque, cet après-midi-là, j'ai ressenti une agitation au fond de mon cœur. Peut-être était-ce parce que la semaine suivante marquait le 10e anniversaire de mariage de Michael Carter et moi. 10 ans, ce n'est pas une vie entière, mais c'est assez long pour qu'une femme y place sa jeunesse, sa confiance et sa chair et son sang entre les mains d'un homme. Je m'appelle Anna Parker. J'ai 36 ans et je suis la présidente du conseil d'administration de Parker Holdings. Les gens de l'extérieur disaient souvent que j'avais de la chance d'avoir un mari aussi talentueux et élégant qui savait diriger une entreprise et se tenait toujours aux côtés de sa femme lors des grands galas d'entreprise. Il ne connaissait pas la vérité. Il y a 10 ans, Parker Holdings n'était qu'un bureau loué de 400 pieds carrés caché dans une petite ruelle de Brooklyn. J'ai vendu la maison que ma mère m'avait laissée, rassemblé chaque centime de mes économies et contracté des prêts bancaires pour construire cette entreprise à partir de rien. Pendant ce temps, Michael n'était qu'un directeur des ventes au chômage à l'époque. Il me serrait dans nos appartements étouffants sans climatisation et disait qu'il ne me trahirait jamais. Il me suppliait de lui faire confiance juste une fois, promettant de me donner une vie entière de paix en retour. Je l'ai cru. Je l'ai cru tellement que lorsque l'entreprise a grandi, j'ai pris du recul et lui ai donné le titre de directeur général afin qu'il puisse relever la tête devant nos deux familles. Je l'ai cru tellement que j'ai transféré une partie de mes propres parts à son nom. J'ai fait cela simplement parce qu'il avait mentionné tristement un jour que tout le monde dans l'entreprise m'appelait la fondatrice, pendant qu'il se sentait comme un homme profitant des lauriers de sa femme. J'ai eu confiance en lui au point que pendant des années j'ai porté les réunions les plus difficiles, les prêts les plus lourds et les rejets de clients les plus douloureux juste pour qu'il puisse apparaître aux cérémonies de signature avec un sourire impeccable et un costume sur mesure coûteux. Cet après-midi-là, j'ai sorti ma petite valise de l'aéroport JFK. Dans mon sac se trouvait une boîte de fudge artisanale qu'il avait dit être son préféré lors de notre premier voyage d'anniversaire à Martha's Vineyard. Je ne lui avais pas dit que je rentrais à la maison. Je voulais voir la surprise dans ses yeux et l'entendre me gronder avec espièglerie pour ne pas l'avoir appelé afin qu'il vienne me chercher. Je pensais que j'ouvrirais la porte du bureau du PDG, poserais la boîte de fudge sur son bureau, le serrerais dans mes bras par derrière et lui dirais que le contrat était signé. Cette année, l'entreprise pourrait soulager un énorme fardeau financier. Je pensais que nous pourrions encore vieillir ensemble. Même si ces dernières années il était devenu plus occupé et plus froid. Nos dîners partagés s'étaient fait plus rares et ses appels téléphoniques plus courts. Mais certaines portes ne sont pas destinées à s'ouvrir sur la joie. Certaines portes n'ont besoin d'être entr'ouvertes que d'une fraction de centimètre pour faire s'effondrer une vie entière de confiance. Je suis arrivé au siège de Parker Holdings sur Wall Street vers 19 h. Le bâtiment de bureau était encore brillamment éclairé. Les fenêtres en verre reflétaient les lumières de la ville qui s'allumaient en bas. Quand la réceptionniste m'a vu, elle a sursauté et s'est levée d'un bond. Elle m'a dit qu'elle pensait que je ne rentrais que demain. J'ai souri et fait un signe de la main pour lui indiquer de ne pas annoncer mon arrivée. Je lui ai dit que j'étais rentré plus tôt. Je lui ai demandé si Michael était encore en haut. Elle a confirmé qu'il y était. Elle a dit que M. Carter et Chloé Smith étaient encore dans le bureau du PDG. En entendant le nom de Chloé, j'ai légèrement marqué une pause. C'était la secrétaire personnelle de Michael qui avait rejoint l'entreprise il y a 3 ans. Elle était jeune, belle et habile. Elle portait toujours des chemisiers blancs parfaitement ajustés et parlait d'une voix douce comme de l'eau. Je ne l'aimais pas,
Mais je ne lui avais jamais fait de difficulté. Je me disais toujours qu'une femme entrepreneur ne devait pas être mesquine envers la secrétaire de son mari. Je me disais que la confiance était l'exigence minimale absolue restante dans un mariage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 26e étage. Le couloir avait une moquette épaisse. Si bien que le bruit de mes talons se dissolvait pratiquement dans l'air. Plus je m'approchais du bureau du PDG, plus j'entendais des rires doux résonner. La porte n'était pas complètement fermée. Elle était entr'ouverte d'un simple interstice. J'ai levé la main pour frapper, mais ma main s'est arrêtée en l'air. À travers l'étroite fente, j'ai vu Michael debout à côté de son bureau. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits et le tissu était tiré de manière désordonnée sur un côté. Chloé se tenait intimement près de lui, la tête légèrement baissée. Ses mains pâles ajustant lentement sa ceinture. Le mouvement était trop naturel, trop intime, trop familier. On aurait dit qu'il avait été répété d'innombrables fois. Je suis resté cloué sur place. À ce moment-là, je n'entendais pas le bourdonnement de la climatisation, la circulation de la ville en bas, ni même les battements de mon propre cœur. Je ne voyais que les lèvres de Michael se courber vers le haut. Sa voix est descendue bas, paresseuse et satisfaite. Il lui a demandé si elle avait terminé, ajoutant que si elle était aussi lente, quelqu'un pourrait entrer. Chloé a ri, sa voix géniarde et flirtante. Elle a demandé s'il avait encore peur que les gens les voient. Le taquinant en disant que le PDG Carter n'avait pas peur il y a un instant. Je pensais avoir atteint la limite absolue de ma douleur. Mais la phrase suivante de Michael était le vrai couteau planté directement dans ma poitrine. Il s'est penché près de son oreille et a parlé très doucement. Mais le couloir était d'un silence mortel. Chaque mot a percé mes oreilles aussi clairement que du verre brisé. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, disant que sa femme ne savait toujours pas qu'il avait déjà finalisé les papiers de divorce. Il a ricané, disant qu'elle pensait encore être l'officielle, légalement reconnue Madame Carter. La boîte de fudge dans ma main a failli glisser au sol. Papier de divorce. Lui et moi n'étions jamais allés au tribunal. Je n'avais jamais signé aucune demande de divorce. Selon la loi américaine, personne ne peut divorcer tranquillement d'un conjoint vivant et légalement compétent sans que celui-ci soit assigné ou comparaisse devant un juge. Alors, quels étaient ces papiers de divorce? Il parlait d'un document falsifié, d'un décret faux pour tromper Chloé. Ou d'une sombre conspiration qu'il préparait dans mon dos depuis longtemps. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace, goutte à goutte. Je voulais pousser la porte et faire irruption. Je voulais gifler le visage de l'homme que j'avais autrefois aimé. Je voulais lui demander pourquoi. Pourquoi avais-je vendu ma maison pour construire cette entreprise avec lui? Pourquoi avais-je enduré les insultes cruelles de sa mère pour ne pas avoir d'enfant? Pourquoi avais-je fermé les yeux chaque fois qu'il rentrait tard en sentant un parfum étrange? Et pourtant, à la fin, tout ce que j'avais reçu était une phrase affirmant que sa femme ne savait rien. Mais quand ma main a touché la poignée de la porte, je l'ai lâchée. Non. Je ne pouvais pas me permettre de devenir une femme hurlante et hystérique devant une maîtresse. De plus, je ne pouvais pas laisser Michael savoir tout ce que j'avais entendu. Un homme qui avait eu le culot de feindre son amour pour moi pendant 10 ans n'avait certainement pas caché qu'une seule femme dans son bureau. Derrière ce sourire élégant, il y avait indubitablement des secrets bien plus sales. J'ai reculé d'un pas, mon dos heurtant le mur froid au bout du couloir. J'ai serré la boîte de fudge contre ma poitrine. Mes ongles s'enfonçaient si profondément dans le papier d'emballage qu'ils produisaient un petit bruit de froissement. J'avais peur que si je baissais ma garde ne serait-ce qu'une seconde, toute ma force s'effondrerait au sol avec mon dernier gramme de dignité. Je me suis retourné et j'ai marché vers la cage d'escalier de secours. La lourde porte en acier s'est refermée derrière moi, coupant les rires provenant du bureau. L'espace était sombre et glacial. L'odeur de vieille peinture, de poussière et de métal humide se mélangeait, me donnant la nausée. J'ai agrippé la rampe, essayant de respirer lentement et profondément. Les larmes ont monté, mais j'ai refusé de les laisser couler. À quoi bon pleurer? Est-ce que pleurer ramènerait 10 ans?
Est-ce que pleurer ferait honte à cet homme? Non. La personne qui méritait d'être ruinée n'était pas moi. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de mon avocat personnel. David était avec Parker Holdings depuis l'époque où l'entreprise n'avait même pas de service juridique. Il comprenait la structure des parts de l'entreprise, tous les accords entre Michael et moi. Et même les choses que j'avais cachées parce que je pensais que les époux ne devaient pas trop calculer. Le téléphone a sonné 2 fois avant que David décroche. Il m'a demandé si j'étais déjà de retour à New York. J'ai entendu ma propre voix, si calme qu'elle semblait étrangère. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il fasse quelque chose pour moi ce soir. Il m'a dit d'y aller. J'ai dit que je voulais transférer l'intégralité de mes 59% de parts contrôlantes dans Parker Holdings vers la structure de fiducie de secours que nous avions précédemment rédigée. Je lui ai dit de le faire discrètement et légalement, en s'assurant que Michael Carter ne le découvre pas avant que les documents soient finalisés. L'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant quelques secondes. Il m'a demandé si j'étais sûr. Il m'a rappelé que c'était la participation majoritaire de l'entreprise. Si nous déclenchions ce protocole, Michael n'aurait aucun moyen d'utiliser son autorité exécutive pour interférer avec mes capitaux propres. David a dit qu'il savait qu'il s'était passé quelque chose. J'ai fermé les yeux. L'image des mains de Chloé sur la ceinture de mon mari a flashé devant mes yeux avec cette phrase glaçante. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de demander. Il devait juste exécuter l'ordre. Je lui ai ordonné d'envoyer un auditeur pour examiner tous les registres de capitaux propres de l'entreprise, le contrat supplémentaire de la 3e année, notre accord postnuptial et les droits de signature sur tous les comptes d'entreprise. Je lui ai dit que je voulais tout fermement entre mes mains d'ici demain matin. L'avocat n'a plus posé de questions. Il a simplement dit qu'il s'en occuperait immédiatement. J'ai raccroché et me suis appuyé contre le mur. La boîte de fudge reposait dans ma main, ses bords complètement écrasés. Je l'ai fixé longtemps puis j'ai ri. C'était un rire sec et creux, si doux qu'il était à peine audible. Mes 10 ans de mariage s'étaient avérés moins chers qu'une boîte de souvenirs rapportée d'un voyage d'affaires. J'ai descendu les escaliers de secours marche par marche. Chaque pas résonnait froidement dans le vide noir. Je n'étais plus l'épouse impatiente qui rentrait tôt à la maison pour surprendre son mari. Je n'étais plus non plus Lana Parker qui croyait qu'à condition d'être assez bonne, patiente et sacrificielle, son mariage serait paisible. Ce soir, Michael Carter pouvait encore tenir Chloé dans le bureau du PDG que j'avais payé pour louer. Il pouvait encore lui murmurer que sa femme ne savait rien. Mais il ne savait pas que la femme qu'il pensait pouvoir tromper toute sa vie s'était tenue juste devant cette porte et avait entendu chaque mot. Il ne savait surtout pas que les 59% des parts qu'il convoitait le plus étaient en train de lui échapper silencieusement. J'ai levé les yeux à travers la petite fenêtre de la cage d'escalier. Dehors, la ville brillait encore de lumière. Les voitures continuaient à filer sur les rues mouillées et illuminées. New York n'a jamais arrêté pour la douleur d'une seule personne. Par conséquent, je ne pouvais pas m'arrêter non plus. Demain, je retournerai à l'entreprise, non pas pour lui demander pourquoi, mais pour lui faire savoir que trahir la femme qu'il avait élevée jusqu'au nuage était la plus idiote erreur de sa vie. Le lendemain matin, j'ai porté le tailleur noir que Michael avait dit un jour me donner un air trop intimidant. Je suis resté longtemps devant le miroir, regardant la femme dans le reflet. Ses yeux étaient légèrement rouges, mais son visage ne portait aucune trace de faiblesse. J'avais à peine dormi la nuit précédente. L'avocat m'avait envoyé tous les documents scannés, toutes les confirmations de transfert et toutes les autorisations de signature révoquées. À 7 heures, mes 59% de participation avaient été placés dans un mécanisme de protection que Michael ne pouvait pas toucher. Il pensait encore trôner dans mon entreprise. Il ne savait pas que les fondations sous ses pieds avaient déjà commencé à se fissurer. Je suis arrivé à Parker Holdings exactement à 9 heures. La réceptionniste m'a vu et s'est levée précipitamment.
Elle a dit nerveusement qu'elle pensait que je n'avais que des réunions prévues aujourd'hui. J'ai posé mon sac de créateur sur le comptoir, ma voix parfaitement calme. Je lui ai dit, non, je suis venu voir le PDG Carter. Son visage est devenu instantanément pâle. Je savais que toute l'entreprise pensait que j'étais encore à Chicago. C'était très probable. Quelques personnes s'étaient trop habituées à voir Chloé entrer dans le bureau de Michael après les heures de bureau, si bien que quand elles m'ont vu apparaître soudainement, elles ont paniqué encore plus que les coupables eux-mêmes. Je n'ai posé aucune autre question et je suis entré directement dans l'ascenseur. Les portes en acier reflétaient mon visage, froid et inconnu. Autrefois, chaque fois que j'entrais dans l'entreprise, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Aujourd'hui cependant, j'avais l'impression d'être une propriétaire revenant nettoyer une maison polluée par des intrus. La porte du bureau du PDG était fermée hermétiquement. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte grande ouverte. La scène devant mes yeux ne m'a pas choqué comme la nuit précédente. Mais elle suffisait encore à me retourner l'estomac. Chloé était assise sur la coudoir du fauteuil de Michael, tenant une tasse de café juste contre ses lèvres. Michael était adossé à son fauteuil, souriant d'une manière incroyablement tendre. C'était un type de sourire que je ne l'avais pas vu me donner depuis très longtemps. En entendant la porte s'ouvrir, ils ont tous deux tourné brusquement la tête. La tasse de café dans la main de Chloé a sursauté, renversant du liquide sombre sur la moquette coûteuse. Michael a bondi, le visage vidé de couleur. Il a bafouillé, demandant pourquoi j'étais rentré. J'ai regardé vers lui puis vers Chloé. Elle a rapidement glissé de la coudoir, ajustant son chemisier. Ses lèvres tremblant sans former un mot. Je suis entré et j'ai posé mon sac à main sur son bureau. Le bruit du cuir heurtant le bois a résonné sèchement. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Avais-je besoin de donner un préavis pour revenir dans ma propre entreprise? Michael a forcé un sourire, mais le coin de sa bouche tressaillait de manière incontrôlable. Il a dit qu'il ne voulait pas dire cela. Il était juste surpris. Il m'a demandé si j'étais fatigué du voyage et pourquoi je ne l'avais pas appelé pour venir me chercher. J'ai tiré une chaise en face de lui et j'ai lentement croisé les jambes. De cet angle, je pouvais voir la plaque nominative indiquant « Directeur général Michael Carter » placée proprement sur le bureau. J'avais personnellement commandé cette plaque pour lui l'année où l'entreprise avait emménagé dans cet immeuble. À l'époque, je pensais que sa gloire était aussi la mienne. Maintenant en la regardant, je la trouvais juste risible. Chloé a tressailli de terreur. Je lui ai dit de me préparer une tasse de café, noir, sans sucre, sans lait. Elle a regardé Michael, le suppliant du regard. Michael s'est immédiatement avancé, essayant d'agir en pacificateur. Il a dit « Je dois être fatigué du voyage » et a proposé d'appeler une autre assistante pour le faire. J'ai levé les yeux et les foudroyé du regard. Je lui ai demandé si mes mots n'avaient plus aucun poids dans cette entreprise. Toute la pièce est devenue morte silencieuse. Michael a dégluti difficilement. Il savait très bien que plus j'étais calme, plus la situation était grave. Finalement, il s'est tourné vers Chloé et a baissé considérablement la voix, lui disant d'aller faire le café. Chloé a gardé la tête baissée et est sortie. Mais avant qu'elle ne ferme la porte, j'ai vu que ses yeux contenaient non seulement de la peur, mais aussi un profond ressentiment. Une secrétaire qui avait été trop gâtée avait vraiment commencé à croire qu'elle était la maîtresse de maison. Malheureusement pour elle, elle était entrée dans la mauvaise maison. Dès que la porte s'est refermée avec un clic, Michael a immédiatement contourné le bureau en essayant de saisir ma main. Il m'a supplié d'écouter son explication, affirmant que les choses n'étaient pas ce que je pensais. Il a dit que Chloé n'était qu'une. J'ai retiré ma main avant qu'il ne puisse me toucher. J'ai dit qu'elle n'était qu'une secrétaire si dévouée qu'elle s'asseyait sur son accoudoir et lui donnait du café. Son visage s'est figé. Il m'a dit de ne pas parler si durement. Il a dit qu'il était un homme et que dans le monde réel, il y avait parfois du réseautage social. J'ai terminé sa phrase.
Du réseautage social au point de déposer de faux papiers de divorce dans le dos de sa femme. Au moment où ces mots sont tombés, chaque goutte de sang a disparu du visage de Michael. Il m'a fixé d'un air vide, les yeux grands ouverts comme si quelqu'un l'étranglait. À cet instant précis, j'ai su que j'avais deviné juste. S'il avait été vraiment innocent, il aurait été en colère, mais en ce moment, il n'était que terrifié. Il m'a demandé qui répandait de tels mensonges vicieux. J'ai souri. Je lui ai demandé si cela importait qu'il avait dit ou si cela importait que ce soit vrai. Il a reculé d'un demi-pas, sa main agrippant inconsciemment le bord du bureau. Il l'a nié, disant qu'une telle chose n'existait pas. Il a affirmé que quelqu'un essayait de détruire notre mariage et m'a supplié de ne pas y croire. Je me suis levé et me suis approché de la grande fenêtre en verre derrière lui. En bas, la ville continuait à bouger dans une course frénétique. J'avais été debout ici même avec lui le jour où l'entreprise avait ouvert son nouveau siège. Il avait passé son bras autour de mon épaule et dit que tout ce que nous avions aujourd'hui était là. Preuve de notre amour. Il s'avère que plus les vœux sont beaux, plus ils puent quand ils pourrissent. Je me suis retourné pour le regarder. Je lui ai dit que ce soir à 19h nous irions chez sa mère. Je voulais l'entendre expliquer les papiers de divorce. Le visage de Michael s'est tordu de panique. Il a dit que c'était inutile. Il a supplié que sa mère était âgée et m'a demandé de ne pas l'inquiéter. J'ai pris mon sac à main et suis passé devant lui. Je lui ai dit que s'il ne se présentait pas, j'enverrais à mon avocat une notification légale formelle directement à sa maison. Il est resté paralysé derrière moi. Je ne me suis pas retourné parce que je savais que ce jeu ne faisait que commencer et que là, personne sur le point de trembler n'allait pas être lui seul. Je suis sorti de l'entreprise sans regarder en arrière. Dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré sans arrêt. Michael m'a appelé 3 fois puis a envoyé un message texte. Il m'a supplié de ne pas perdre mon calme, promettant qu'il expliquerait tout ce soir. Il a juré que cela n'avait rien à voir avec sa mère et m'a supplié de ne pas dramatiser. J'ai fixé les mots apparaissant sur l'écran. Au fond de moi, je ne ressentais qu'un amusement glacial. L'homme qui avait autrefois juré de me protéger de la pluie et du vent n'avait maintenant peur que de ce que je traîne sa mère dans la fosse qu'ils avaient creusée à deux. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit ma voiture jusqu'à mon condo privé à Tribeca, changé pour un autre tailleur de pouvoir. Et réappliqué légèrement mon maquillage pour couvrir les cernes sous mes yeux. Ce soir n'était pas un dîner familial. Ce soir était l'acte d'ouverture d'un procès qui ne nécessitait aucun juge. À exactement 18h45, j'ai garé ma voiture devant la grande demeure à Greenwich, Connecticut. Ce domaine de 3 étages était un cadeau que j'avais acheté pour ma belle-mère dans notre 3e année de mariage. C'était juste après que Parker Holdings avait signé son premier gros contrat d'une valeur de près de 3 millions de dollars. À l'époque, Helen Carter, la mère de Michael, avait tenu mes mains et pleuré jusqu'à ce que ses yeux soient complètement rouges. Elle avait dit qu'elle ne m'avait pas mis au monde, mais que j'étais plus dévoué envers elle qu'une fille biologique. J'avais cru à ses larmes. Je les avais crues tellement que l'acte du domaine était mis à son nom. Je n'avais gardé qu'un accord de procuration d'actifs que l'avocat m'avait forcé à signer, comme filet de sécurité. À l'époque, j'avais même réprimandé David pour être trop paranoïaque. En y repensant maintenant, si ce n'était pas cette paranoïa, la famille Carter m'aurait mâché et avalé jusqu'à l'os aujourd'hui. Juste au moment où j'ai coupé le moteur, la voiture de Michael a accéléré derrière moi. Il est sorti précipitamment. Sa chemise n'était pas correctement boutonnée et son visage était pâle d'anxiété. Il m'a supplié de l'écouter d'abord, disant que sa mère ne savait pas grand-chose et me suppliant de ne pas l'agiter. J'ai regardé vers lui. Je lui ai demandé s'il avait peur qu'elle s'agite ou peur qu'elle laisse échapper des choses qu'il ne lui avait pas encore briefées. Il a serré les lèvres. Il a tendu la main pour me tirer, mais j'ai reculé d'un pas. Je lui ai ordonné de ne pas me toucher. Le visage de Michael a légèrement tressailli. Il détestait autrefois quand ma voix devenait aussi froide parce que chaque fois que c'était le cas, il savait que j'avais pris une décision et que je ne reculerais pas.
J'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Ma belle-mère se tenait à l'intérieur portant un ensemble de vêtements d'intérieur en soie violet foncé et le collier de perles que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Quand elle m'a vu, un sourire éclatant a immédiatement fleuri sur son visage. Mais ses yeux ont rapidement glissé vers Michael derrière moi. Elle m'a salué chaleureusement, feignant la surprise que je sois rentré. Elle m'a invité à entrer, disant qu'elle avait préparé un ragoût de bœuf traditionnel maison pour moi. Elle a dit que je devais être épuisé par mon voyage d'affaires. Je suis entré dans la maison. La riche odeur de bœuf et d'herbe remplissait le salon. La table de la salle à manger était dressée avec tous les plats que j'aimais autrefois. Si c'était le passé, j'aurais été touché, pensant qu'elle se souvenait encore de mes préférences. Mais aujourd'hui, cette attention ressemblait juste à une couche épaisse de maquillage couvrant un visage trompeur. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le canapé. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de dresser la table. Je lui ai dit que je n'étais pas venu ici pour manger aujourd'hui. Le sourire sur le visage d'Hélène s'est figé. Elle m'a demandé de quoi je parlais. Elle a dit que si un mari et une femme ont des problèmes, ils devraient en parler lentement plutôt que d'entrer dans la maison avec un visage louréant. Colère. Michael est rapidement intervenu. Il a affirmé que j'étais juste fatigué et a dit qu'il me parlerait. Je me suis tourné pour le regarder. Je lui ai dit qu'il en avait assez dit. Maintenant c'était le tour de sa mère de parler. Hélène a claqué le bol de ragoût sur la table. Le bruit de la porcelaine heurtant le verre a retenti durement. Elle a exigé furieusement de savoir si j'interrogeais ma belle-mère. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais réussi et que j'avais de l'argent. Mais qu'en tant qu'épouse, je devais connaître ma place. Elle s'est plainte que Michael passait toute la journée à gérer l'entreprise pendant que j'étais constamment en voyage d'affaires, laissant la maison froide et vide. De plus, elle a claqué que je n'avais même pas réussi à donner un petit enfant à cette famille. Elle a dit que s'il était un peu fatigué et que je ne le plaignais pas, je n'avais certainement pas le droit de venir ici et de faire une scène. Je l'ai fixé longtemps. Il s'avérait que c'étaient les mots qu'elle avait gardés dans son cœur depuis longtemps, attendant juste l'occasion de me les jeter au visage. Le fait que j'avais perdu mon premier enfant parce que je m'étais jeté dans la sauvegarde d'un contrat crucial pour l'entreprise. Le fait que les médecins avaient dit qu'il serait très difficile pour moi de concevoir à nouveau. Le fait que j'étais resté à l'hôpital pendant 3 jours et que Michael n'était venu qu'un après-midi. Parce qu'il était occupé à rencontrer des investisseurs. À leurs yeux, tous ces sacrifices se résumaient finalement à une seule phrase. Je ne leur avais pas donné de petit enfant. Je lui ai lentement demandé si c'était la raison pour laquelle elle avait laissé son fils falsifier de faux papiers de divorce dans mon dos. L'air dans le salon s'est instantanément figé. Les yeux d'Hélène se sont agrandis et la main tenant la cuillère de service a légèrement tremblé. Michael se tenait derrière moi. Sa respiration était visiblement plus lourde. Il a essayé de parler. Je l'ai coupé, lui disant de laisser sa mère parler. Hélène m'a regardé puis a regardé Michael. Ce seul regard m'a suffi pour comprendre. Non seulement elle savait, mais elle était la chef d'orchestre qui poussait cela en avant. Un long moment plus tard, elle a laissé échapper un rire moqueur. Elle a dit agressivement oui, elle savait. Et alors ? Elle a déclaré, puisque j'ai déjà entendu parler de ça, elle serait franche. Elle a déclaré que la famille Carter ne pouvait pas laisser sa lignée s'éteindre. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas avoir d'enfant, je devais connaître ma place et m'effacer. Elle a argumenté que Michael était encore jeune et avait besoin d'un fils pour perpétuer son héritage. Elle m'a accusé d'accaparer le titre de présidente, l'argent et l'entreprise. Mais de ne pas lui donner un vrai foyer. J'ai ressenti une douleur vive au cœur. Mais à l'extérieur, je suis resté parfaitement composé. Je lui ai demandé qui avait acheté cette maison. Elle s'est étranglée sur ces mots. Je lui ai demandé qui avait acheté la Mercedes que Michael conduisait. Je lui ai demandé qui payait ses vacances de luxe à Singapour et en Europe chaque année. Je lui ai demandé qui lui avait offert les bijoux autour de son cou.
Et je lui ai demandé qui avait construit l'entreprise qui permettait à son fils de s'asseoir dans le fauteuil de PDG. Le visage d'Hélène est devenu rouge betterave. Elle m'a hurlé de ne pas utiliser mon argent pour opprimer les gens. Elle a ajouté avec dépit qu'une femme avec beaucoup d'argent qui ne pouvait pas se reproduire était inutile. Michael est devenu pâle. Il a supplié sa mère d'arrêter de parler. J'ai laissé échapper un trait doux rire. Non, lui ai-je dit. Laisse-la continuer. Plus elle parlerait, moins je me sentirais coupable. J'ai ouvert mon sac, sorti mon téléphone. Composé le numéro de l'avocat et mis sur haut-parleur. J'ai dit, David, à partir de ce soir. Audite tous les actifs que j'ai placés au nom d'Hélène Carter. Ce domaine de Greenwich, la Mercedes. Les 2 comptes de fiducie à son nom financés par mes comptes personnels. Prépare les documents. Pour tout récupérer selon l'accord de procuration d'actifs. La voix de l'avocat a retenti clairement. Il a dit oui. Les documents étaient déjà prêts. Il m'a assuré qu'une fois que je donnerais la confirmation, son équipe enverrait les notifications légales dès demain matin. Le bol de ragoût dans la main d'Hélène s'est écrasé sur le sol, se brisant en morceaux. Michael m'a regardé comme s'il regardait une parfaite étrangère. Il m'a demandé si j'étais folle, me rappelant qu'elle était sa mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai rappelé que j'avais autrefois été sa femme. Au moment où mes mots se sont estompés, l'immense salon est devenu mortellement silencieux. Des éclats de porcelaine gisaient aux pieds de ma belle-mère. Le ragoût de bœuf s'étalait sur le sol de pierre polie comme une tache qui ne pourrait jamais être effacée. Hélène m'a foudroyé du regard, ses lèvres tremblant de rage. Pourtant, pour la première fois en 10 ans en tant que famille, elle ne pouvait pas immédiatement trouver un seul mot pour me maudire. Michael se tenait entre elle et moi. Son visage était d'une pâleur spectrale, ses yeux remplis d'un mélange de panique et de fureur. Il m'a supplié de ne pas pousser trop loin nos problèmes conjugaux. Il a admis qu'il avait tort et a dit qu'il en assumerait la responsabilité. Mais m'a averti que si je touchais à sa mère, je brûlais définitivement le pont entre nous. Je l'ai regardé et j'ai ri instinctivement. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment qu'il restait un pont à brûler après que j'avais entendu lui dire à sa secrétaire que sa femme ne savait rien du divorce. Ma belle-mère s'est immédiatement retournée vers Michael, ses yeux tranchants comme des poignards. Elle a hurlé, lui demandant s'il m'avait vraiment laissé entendre cela. Juste cette phrase suffisait à tout confirmer. Je n'avais pas besoin d'autres preuves de leur bouche. Mais je voulais encore voir à quel point il s'agiterait violemment avant de couler. Michael a serré les dents et a dit à sa mère de se taire. Hélène avait l'air d'avoir été giflée au visage. Elle a crié, lui demandant comment il osait crier sur sa mère à cause de cette femme. Je me suis lentement assise sur le canapé. J'ai sorti un mince dossier de mon sac à main et l'ai placé sur la table basse. Le dossier était noir, contenant seulement quelques feuilles de papier. Mais je savais que son poids suffisait à écraser toute la confiance de Michael. Je lui ai dit que avant qu'il ne continue à jouer leur tragédie mère-fils, je voulais qu'il regarde ça. Michael a fixé le dossier. Ses mains ont légèrement tremblé, mais il a essayé d'agir calmement. Il m'a demandé ce que c'était que ce nouveau tour. Je lui ai dit de l'ouvrir et de voir par lui-même. Il a pris le dossier. Quand il a vu le texte sur la première page, son expression a changé instantanément. C'était l'accord supplémentaire sur les parts que nous avions signé dans notre 3e année de mariage. C'était le moment où j'avais transféré un 11% supplémentaire de mes parts à lui pour qu'il ait meilleure allure aux yeux de nos partenaires commerciaux. À l'époque, l'avocat avait insisté sur une clause de protection. La clause stipulait que si le mariage se dissolvait en raison de fautes graves de sa part, y compris l'adultère, la falsification de documents ou le transfert illégal d'actifs communs, les parts offertes seraient automatiquement révoquées. Alors que Michael lisait, la sueur coulait sur son front. Il a marmonné que c'était impossible, affirmant qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé cela. J'ai calmement répondu qu'il ne s'en souvenait pas parce qu'il était trop extatique d'obtenir plus de part ce jour-là.
Il était trop occupé à se vanter auprès de ses amis qu'il n'était plus juste un employé travaillant pour sa femme. Il n'avait même pas pris la peine de lire attentivement ce qu'il signait. Il a brusquement relevé la tête, les yeux injectés de sang. Il m'a accusé de lui avoir tendu un piège. Je me suis levé et l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que je me protégeais. La seule chose qui l'avait piégé était sa propre avidité. Hélène a arraché les papiers des mains de son fils. Mais elle ne comprenait pas pleinement le jargon juridique et les chiffres. Elle a pointé un doigt tremblant vers mon visage, me traitant de vicieuse. Elle m'a accusé d'avoir calculé contre leur famille depuis le début. Je me suis approché d'elle, ma voix basse, mais chaque mot net et clair. Je lui ai dit que si j'avais calculé depuis le début, cette maison ne serait pas à son nom. Si j'avais été vicieuse depuis le début, son fils n'aurait pas occupé le fauteuil de PDG toutes ces années. Si je manquais ne serait-ce que d'une once de décence, j'aurais amené la police ici ce soir au lieu d'appeler simplement mon avocat. Soudain, Michael a bondi en avant et saisi mon poignet. Il m'a supplié d'écouter. Il a affirmé que les faux papiers de divorce étaient l'idée de sa mère qui le poussait. Il a juré que Chloé n'était qu'un moment de faiblesse. Il a promis qu'il n'avait jamais vraiment voulu me quitter. Il a bafouillé qu'il était juste sous pression à propos de la question du bébé, pressé par sa mère. Et stressé par l'entreprise. Il m'a supplié de le laisser partir cette fois. Il a promis de licencier Chloé immédiatement. Il a promis de rentrer à la maison avec moi pour que nous puissions recommencer. J'ai fixé sa main agrippant mon poignet. C'était la main qui avait essuyé mes larmes après ma fausse couche. Cette même main avait laissé une autre femme ajuster sa ceinture dans son bureau la nuit précédente. J'ai senti mon estomac se retourner de dégoût. J'ai arraché ma main. Recommencer ? Je lui ai demandé avec quoi exactement il allait recommencer. Les faux papiers de divorce. La secrétaire dans le bureau, ou les insultes de sa mère sur mon incapacité à avoir des enfants. Michael avait l'air de suffoquer. Il a reculé, les épaules affaissées. Je lui ai dit que je lui donnais une nuit. J'ai pris mon sac. Je lui ai ordonné d'être à l'entreprise à 9 h demain matin pour transmettre officiellement toute l'autorité exécutive. S'il ne se présentait pas, j'enverrai un avis de suspension à chaque département, chaque partenaire d'entreprise et chaque banque traitant avec Parker Holdings. Ma belle-mère a hurlé, demandant comment j'osais faire ça à son fils. J'ai tourné la tête et l'ai regardé. Je lui ai dit qu'elle devrait d'abord s'inquiéter pour elle-même. L'avis de reprise pour ce domaine lui serait livré en main propre demain matin. Je suis sorti par la porte. Derrière moi, la voix de Michael a appelé mon nom, rauque et désespéré. Mais je ne me suis pas arrêté. Dans l'allée, le vent nocturne soufflait sur les haies bien taillées, mordant froid. J'ai levé les yeux vers le ciel noir d'encre. Mon cœur ne tremblait plus comme la nuit précédente. Ce jeu avait commencé, et cette fois c'était moi qui fixais les règles. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'entreprise plus tôt que d'habitude. Le ciel de New York s'éclaircissait à peine. Les premiers rayons du soleil frappaient la façade vitrée du bâtiment de Parker Holdings. Froid et tranchant comme une lame. Je suis resté quelques secondes dans le hall, levant les yeux vers le logo de l'entreprise. Les couleurs, la police, chaque détail que j'avais personnellement choisi. Pendant 10 ans, cet endroit avait été mon rêve, ma chair et mon sang, ma fierté. Pourtant, après juste une nuit, j'ai réalisé que ce rêve avait été vidé de l'intérieur par la personne avec qui je partageais mon lit. À 8h50, je suis entré dans la salle de réunion principale. L'avocat était déjà là. À ses côtés se trouvait le responsable juridique, le directeur des ressources humaines et 2 membres fidèles du conseil. Tout le monde était silencieux. Sur la table devant moi se trouvait la résolution suspendant Michael Carter de ses fonctions de PDG, le protocole révoquant ses droits de signature, et une liste des comptes bancaires d'entreprise à geler immédiatement. J'ai posé ma main sur la pile de dossiers. Le papier froid contre ma paume me donnait une sérénité étrange. À exactement 9 h,
les portes de la salle de réunion se sont ouvertes. Michael est entré. Il portait un costume bleu marine foncé que j'avais acheté pour lui lors d'un voyage à Chicago. Ses cheveux étaient bien peignés et son visage essayait de projeter du calme. Mais ses yeux injectés de sang et les poches sombres sous ses yeux le trahissaient complètement. Juste derrière lui se trouvait Chloé. Elle n'avait rien à faire ici. Mais clairement Michael voulait l'utiliser comme bouclier ou peut-être comme provocation finale. Je l'ai regardé et j'ai déclaré que les réunions du conseil exécutif étaient interdites au secrétaire personnel à partir de ce matin. Je lui ai ordonné de sortir. Chloé s'est raidie, ses lèvres rouges serrées. Elle a dit avec défiance qu'elle était la secrétaire de M. Carter et qu'elle avait le devoir de prendre les minutes. Je l'ai coupée. Je lui ai dit qu'à partir de cet instant précis, elle n'était plus la secrétaire de personne dans cette entreprise. Toute la pièce est tombée silencieuse. Michael a claqué sa main sur la table. Il m'a dit de ne pas franchir la ligne. Il a dit que nos problèmes personnels n'avaient rien à voir avec les affaires. J'ai fait glisser la résolution de suspension sur la table vers lui. Je lui ai dit de la lire avant de parler d'affaires. Il l'a prise. Après seulement quelques lignes, son visage est devenu gris cendre. Il a lu à voix haute les mots « suspension des fonctions », « révocation de l'autorité exécutive ». Il a exigé de savoir quel droit j'avais de faire cela. Je l'ai regardé longtemps puis j'ai répondu lentement. Je lui ai dit que je le faisais en ma qualité d'actionnaire fondatrice. Présidente du conseil et entité contrôlante légale de Parker Holdings. Il a laissé échapper un rire sec et tremblant. Il a demandé si j'avais oublié qu'il avait aussi des parts. Il m'a dit qu'il n'était pas un employé de niveau intermédiaire que je pouvais licencier sur un coup de tête. L'avocat a placé un autre dossier sur la table, sa voix forte et claire. Il s'est adressé à Michael, déclarant que selon l'accord supplémentaire sur les capitaux propres signé le 18 mai de cette année, les parts offertes par Mademoiselle Parker à lui seraient révoquées en cas de faute conjugale grave causant des dommages aux intérêts de l'entreprise. Et a déclaré: nous avions déjà des preuves préliminaires d'une liaison illicite sur le lieu de travail, d'utilisation abusive d'actifs de l'entreprise et de transfert frauduleux d'actifs soupçonnés. Michael a brusquement tourné la tête vers David. Il lui a hurlé de se taire, disant qu'il n'était que mon avocat et n'avait pas le droit de le juger. J'ai posé mon téléphone sur la table et joué l'enregistrement audio de la nuit précédente. La voix de ma belle-mère a résonné sèchement dans la salle de réunion. La famille Carter ne peut pas laisser sa lignée s'éteindre. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, tu dois connaître ta place et t'effacer. Suivi de Michael bafouillant et Hélène admettant qu'elle savait pour les faux papiers de divorce. Le visage de Michael est passé du blanc au gris. Chloé se tenait près de la porte, ses yeux paniqués, incertaine de s'avancer ou de s'enfuir. J'ai arrêté l'enregistrement. Je lui ai dit que ce n'était que la partie 1. J'ai dit que je ne voulais pas tout révéler encore parce que je voulais lui sauver son dernier lambeau de dignité. Michael m'a regardé, sa voix descendant bas. Il m'a demandé si je voulais vraiment le pousser dans un coin. J'ai senti ma gorge se serrer. Même maintenant, cet homme ne comprenait toujours pas. Je lui ai dit que je ne le poussais pas dans un coin. Il avait incendié son propre pont en arrière. Je lui ai dit de signer la transmission. Il a serré les dents et demandé ce qui se passerait s'il refusait. J'ai regardé la directrice des RH et lui ai dit d'envoyer l'avis de suspension à toute l'entreprise immédiatement et de notifier aux banques de geler l'autorisation de Michael Carter sur tous les comptes d'entreprise. Michael a bondi en avant et arraché le stylo de la table, mais pas pour signer. Il a violemment jeté le stylo au sol, les yeux complètement injectés de sang. Il a hurlé mon nom, me disant de ne pas oublier qui avait diverti les clients et servi de visage de l'entreprise pendant les 10 dernières années. Il a demandé avec arrogance si je pensais que cette entreprise survivrait un jour sans lui. Je me suis levé. Chaque mot tombait lourd comme une pierre. Je lui ai dit que sans moi il y a 10 ans, il était encore un perdant au chômage. Cette phrase l'a frappé comme un coup physique. Il s'est figé sur place. Chloé fixait le sol de honte.
Je ne me vantais pas. Je ressentais juste une profonde tristesse. J'étais triste parce qu'au tout dernier moment, la chose qu'il regrettait de perdre n'était pas moi, mais le trône qu'il était sur le point de perdre. Finalement, Michael a signé. Sa main tremblait tellement que sa signature était complètement déformée. Quand il a posé le stylo, j'ai su que son pouvoir au sein de Parker Holdings s'était officiellement effondré. Mais juste à ce moment-là, le téléphone de l'avocat a vibré. Il a regardé l'écran, son visage devenant incroyablement grave. Il s'est penché près de mon oreille et a murmuré. L'équipe d'audit interne vient de découvrir 3 contrats de fourniture montrant des signes de détournement de fonds. Le montant était massif, potentiellement supérieur à 2 millions de dollars. J'ai serré les poings. Il s'avérait que l'aventure n'était que la poussière à la surface de la table. La vraie pourriture allait beaucoup plus profond. J'ai regardé David. À cet instant précis, tout le bruit de fond dans la salle de réunion semblait s'estomper. 1,2 million de dollars. Ce chiffre n'était pas juste de l'argent. C'était la sueur de centaines d'employés. C'était les nuits sans sommeil que j'avais passées à examiner les contrats. C'était les moments où j'avais serré les dents et payé des taux d'intérêt bancaires exorbitants pour maintenir notre flux de trésorerie en vie. Et pourtant, Michael, l'homme à qui j'avais confié le pouvoir exécutif, pouvait si négligemment éventrer mon entreprise de l'intérieur. Je me suis tourné pour le regarder. Il se tenait encore près de la table, son visage montrant encore l'humiliation d'avoir signé les documents de transmission. Mais quand il a entendu le mot audit, ses yeux ont légèrement tressailli. Juste ce mouvement microscopique suffisait à me dire qu'il savait. Je lui ai lentement demandé s'il avait quelque chose à dire avant que j'ordonne un examen comptable médico-légal complet. Michael a serré les poings, essayant d'agir calmement. Il a dit que dans une grande entreprise, il était normal que les contrats aient des erreurs. Il m'a dit de ne pas écouter quelques auditeurs et de le blâmer pour tout. J'ai laissé échapper un rire froid. Une erreur valant plus de 1,2 million de dollars était une erreur très lucrative en effet. Il a serré les dents, m'accusant de le soupçonner de détournement de fonds de l'entreprise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que ce n'était pas un soupçon. Je lui donnai une dernière chance d'avouer. Chloé, debout à côté de lui, a soudain commencé à trembler. Elle pensait qu'elle n'avait été entraînée que dans un scandale d'adultère. Elle ne s'attendait jamais à ce que le feu se propage à des crimes financiers fédéraux. Elle a secrètement jeté un coup d'œil à Michael, ses yeux remplis d'une pure panique. J'ai tout absorbé. Si une femme aime vraiment un homme, elle s'inquiète pour lui. Mais si elle n'aime que son argent quand l'argent est menacé, elle panique d'abord pour elle-même. Je me suis tourné vers la directrice financière et lui ai dit de projeter les fichiers sur l'écran. Le projecteur s'est allumé. 3 contrats de fourniture de matériaux sont apparus, tous signés avec Apex Supply. C'était un fournisseur que Michael avait constamment loué comme un partenaire fiable à long terme, avec d'excellents prix. Sous chaque contrat se trouvait un tableau de comparaison des prix du marché montrant une majoration de 20 à 35%. Le montant total gonflé dépassait 1,2 million de dollars. Ce qui était encore plus accablant était que les comptes de paiement finaux passaient par 2 sociétés écrans, dont l'une était enregistrée au nom de la cousine de ma belle-mère. La salle de réunion est devenue glaciale. J'ai regardé Michael et exigé une explication. Ses lèvres ont bougé sans son. Il a affirmé qu'il ne gérait pas ses paiements directement. Il a dit que le département des achats l'avait fait et qu'il avait simplement approuvé leur proposition. La directrice financière a baissé la tête, sa voix ferme. Elle a déclaré, « Monsieur Carter. Les journaux du système montrent que vous avez explicitement demandé de contourner l'étape d'évaluation des prix sur les 3 contrats. Les emails d'approbation sont encore là. » Michael a brusquement tourné la tête vers la directrice financière. Il l'a averti de surveiller sa langue et a demandé qui lui donnait le droit de le piéger. J'ai tapoté légèrement mon doigt sur la table. Je lui ai dit que c'était moi. Il s'est étranglé sur ces mots.
J'ai pris mon téléphone et appelé immédiatement le responsable informatique. Je lui ai ordonné de verrouiller tous les accès réseau pour Michael Carter, Chloé Smith et 3 employés associés du département des achats. Je lui ai ordonné de sauvegarder tous les emails, historiques de connexion et journaux de modification de contrat, l'avertissant strictement qu'absolument aucune donnée ne devait être supprimée. Le responsable informatique a répondu instantanément, confirmant qu'il s'en occupait. Chloé a soudain fait un pas en avant, sa voix tremblant violemment. Elle a affirmé que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle a pleuré qu'elle n'était qu'une secrétaire et qu'elle faisait tout ce que M. Carter lui disait de faire. Michael l'a foudroyée du regard, lui hurlant de se taire. J'ai ricané. Je lui ai demandé pourquoi elle était si pressée de se laver les mains. J'ai demandé à Mademoiselle Smith si je n'avais même pas mentionné le condo de luxe à Tribeca enregistré à son nom. J'ai demandé d'où venait l'argent pour cela. Son visage est devenu blanc comme du papier. Michael est resté complètement paralysé. Leurs réactions m'ont dit que David avait suivi le bon angle. Le condo, la voiture, les sacs de créateurs. Les vacances de luxe que Chloé affichait vaguement sur les réseaux sociaux étaient très probablement nourries par le sang vital de mon entreprise. Je me suis levé, ma voix descendant sur un ton glacial. J'ai déclaré la réunion terminée. À partir de ce moment, tous les fichiers liés à Michael Carter étaient transférés au département juridique et aux auditeurs indépendants. Personne n'était autorisé à contacter, détruire ou modifier des documents. Quiconque serait surpris en train d'aider à cacher des preuves porterait une responsabilité conjointe. Les gens ont quitté la salle de réunion un par un jusqu'à ce qu'il ne reste que Michael, me fixant. Dépouillé de son arrogance initiale, il s'est approché. Il m'a rappelé que nous avions été mariés pendant 10 ans et m'a demandé si je voulais vraiment l'envoyer en prison fédérale. J'ai regardé l'homme devant moi, mon cœur endolori par une douleur sourde. Pas par pitié pour lui, mais par pitié pour la version plus jeune de moi-même. Je lui ai demandé s'il se souvenait que nous étions mariés quand il utilisait l'argent de l'entreprise pour financer sa maîtresse. Il est resté silencieux. J'ai pris les dossiers et suis sorti. Au moment où j'ai atteint le couloir, le téléphone de l'avocat s'est allumé à nouveau. Il a lu le message texte, son expression devenant encore plus lourde. Il m'a dit que l'équipe d'enquête sur les actifs venait d'envoyer plus d'informations. 2 devantures de magasins de détail de premier ordre sur Madison et Fifth Avenue étaient enregistrées au nom de ma belle-mère. Les fonds pour ces achats montraient également des signes d'origine de ces contrats. J'ai fermé les yeux une seconde et les ai ouverts. Il s'avérait que ce n'était pas une seule personne qui me trahissait. Toute la famille Carter s'était assise à la table du banquet, se régalant de mon dur labeur. Je suis resté assise dans mon bureau jusqu'à près de midi. Devant moi se trouvait un relevé bancaire suivant les flux de trésorerie. Si long qu'il me brouillait les yeux. Les chiffres froids liés ensemble comme des couteaux tranchant mon estime de soi. 3 contrats sales, 2 sociétés écrans, un compte personnel appartenant à la cousine d'Hélène. Puis finalement l'argent a coulé dans 2 devantures de magasins de détail de premier ordre à Manhattan. L'un était loué à une marque de cosmétiques haut de gamme, l'autre à un bijoutier de luxe. La valeur totale estimée était de près de 1,6 million. Ce 1,6 million n'était plus juste sur papier. Il s'était transformé en immobilier, en revenu locatif mensuel, en vacances européennes et en sacs de créateurs qu'Hélène affichait à ses amis de la haute société. J'ai demandé à David si nous avions suffisamment de motifs pour les geler. Il a placé une autre pile de documents devant moi. Il a expliqué que si nous nous reposions seulement sur les flux de trésorerie, nous aurions besoin d'une vérification supplémentaire. Cependant, la cousine d'Hélène avait signé un accord de prêt personnel avec Michael exactement au moment où l'argent avait été transféré. Le prêt avait 0 intérêt, aucune date de remboursement, et avait ensuite été utilisé comme acompte pour les 2 devantures. David a dit que c'était un signe classique de dissimulation frauduleuse d'actifs. J'ai laissé échapper un rire amer. La famille Carter avait littéralement construit un syndicat complet de blanchiment d'argent.
David est resté silencieux pendant quelques secondes. Il m'a ensuite dit que si nous poursuivions cela jusqu'au bout, ce ne serait plus un litige civil de divorce. Cela deviendrait une affaire criminelle fédérale de col blanc. Il m'a demandé si je voulais encore donner une chance à Michael de faire restitution de lui-même. J'ai regardé par la fenêtre en verre. Dehors, des nuages gris foncé pesaient bas sur la ville. Au cours des 10 dernières années, je lui avais donné trop de chance. Tellement qu'il pensait que mon pardon était sans fond. J'ai dit non. Je voulais qu'il voie personnellement chaque couche de sa fausse peau être pelée. Cet après-midi-là, mon chauffeur m'a emmené au magasin de bijoux sur Fifth Avenue. Les vitrines brillaient, la signalisation dorée criait le luxe. Et des clients aisés entraient et sortaient. Je suis resté de l'autre côté de la rue à regarder longtemps, puis j'ai appelé Hélène. Elle a décroché très rapidement, sa voix encore étouffée de rage. Elle a exigé de savoir ce que je voulais d'autre, hurlant que j'avais déjà dépouillé son fils de son travail, et demandant si je voulais les conduire à la mort. J'ai calmement répondu que je me tenais devant le magasin de bijoux sur Fifth Avenue. Je lui ai demandé si elle voulait sortir et regarder ses actifs une dernière fois. L'autre bout de la ligne est devenu mortellement silencieux. Sauf pour une respiration lourde et saccadée. Un moment plus tard, elle a grogné, demandant quelle bêtise je débitais. Elle m'a rappelé que le magasin était au nom de Robert, son cousin. Je lui ai demandé si elle avait oublié que l'argent pour l'acheter avait transité par 3 contrats de fourniture de Parker Holdings. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que Robert prendrait le blâme pour fraude électronique fédérale et blanchiment d'argent juste pour la protéger elle et son fils. Hélène a hurlé, demandant comment j'osais enquêter sur elle. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Je lui ai dit que je n'enquêtais pas sur elle. Je traçais simplement mon propre argent. Elle a raccroché. 15 minutes plus tard, Michael a appelé. J'ai fixé son nom sur l'écran et l'ai laissé sonner jusqu'à la toute dernière seconde avant de répondre. Il a exigé de savoir ce que je faisais à sa mère. Sa voix était incroyablement. Il avait probablement fini de lui crier dessus. Je lui ai dit que je n'avais encore rien fait. J'avais juste fait savoir à sa mère que ses magasins de détail de premier ordre n'étaient pas aussi propres qu'elle le pensait. Il m'a supplié de lui dire combien je voulais, promettant de le rembourser. Et m'a supplié de laisser sa mère en dehors de ça. J'ai ri à haute voix. Je lui ai demandé avec quoi il allait me rembourser. Il avait perdu son fauteuil de PDG et ses parts offertes étaient sur le point d'être reprises. Je lui ai demandé s'il prévoyait de vendre le condo qu'il avait acheté pour Chloé. Il est devenu complètement silencieux. Ce silence était une confession en soi. J'ai insisté, demandant si elle savait d'où venait l'argent pour ce condo. Il m'a supplié de ne pas toucher à Chloé, affirmant qu'elle ne savait rien. Même maintenant, il la défendait encore. Mon cœur, que je pensais complètement engourdi, s'est encore enflammé d'une douleur vive et agonisante. Je lui ai demandé ce que je savais quand il prenait l'argent de l'entreprise pour financer sa maîtresse. Je lui ai demandé ce que je savais quand sa mère utilisait cet argent pour acheter de l'immobilier. Je lui ai demandé ce que je savais quand il se tenait devant moi à jouer le rôle d'un mari dévoué. Toutes ces années. Michael haletait lourdement. Il a admis qu'il avait tort et juré qu'il réparerait. Il a offert de se mettre à genoux, offert de larguer Chloé. Mais m'a averti que si je faisais exploser les crimes financiers, l'entreprise en subirait aussi un coup massif. Il m'a supplié de ne pas détruire Parker Holdings juste parce que j'étais en colère contre lui. J'ai serré mon téléphone fermement. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de prononcer ne serait-ce que le nom de Parker Holdings. C'était lui qui avait commencé à la détruire en premier. J'ai raccroché. Immédiatement après, l'avocat a envoyé un nouveau message texte. Chloé Smith venait de retirer une grosse somme d'argent de son compte personnel et avait réservé un vol pour Boston ce soir. J'ai fixé le texte, les coins de ma bouche devenant glacés. Le premier A avait senti la fumée et essayait de s'enfuir du nid. J'ai texté David en retour, lui ordonnant à son équipe de sécuriser toutes les preuves liées à elle. Ce soir,
Je voulais rencontrer Chloé avant qu'elle ne puisse disparaître. Je ne suis pas allé à l'aéroport immédiatement. Je savais que quelqu'un comme Chloé, si elle se préparait à fuir, ne prendrait pas juste quelques vêtements. Elle retournerait d'abord à son condo pour emballer les documents, l'argent liquide, les bijoux et toutes les choses sales que Michael avait achetées pour elle. J'ai ordonné au chauffeur de se diriger directement vers le condo de luxe à Tribeca. Tout l'immeuble brillait dans la nuit, paraissant luxueux au point d'être froid. C'était un endroit où j'avais autrefois envisagé d'acheter une petite unité pour que ma propre mère y prenne sa retraite. Mais après sa mort, je n'avais plus le cœur d'entrer dans des endroits excessivement beaux mais manquant de chaleur. Je ne m'attendais jamais à ce que Michael utilise finalement l'argent de mon entreprise pour acheter un endroit ici pour une autre femme. La voiture s'est arrêtée au hall. L'avocat y attendait déjà avec un assistant juridique. Il m'a tendu un mince dossier. L'unité 32B était enregistrée au nom de Chloé Smith. Les transactions de paiement étaient liées au compte personnel de Michael et à un virement d'Apex. Supplie. J'ai pris le dossier, mes doigts le serrant si fort que le papier s'est plié. Je lui ai demandé si elle était encore là-haut. David a confirmé que ses enquêteurs l'avaient vue descendre une valise. Mais elle était remontée parce qu'elle avait oublié son passeport. J'ai ricané. Timing parfait. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Les numéros d'étage montaient lentement. Chaque digne ressemblait à un marteau frappant mes nerfs tendus. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 32e étage. Le couloir présentait une moquette épaisse et un éclairage ambré chaleureux. C'était si calme que je pouvais distinctement entendre les roues d'une valise roulant derrière la porte de l'appartement au bout du couloir. J'ai sonné à la porte. Le silence a régné à l'intérieur pendant quelques secondes avant que la voix très gardée de Chloé ne demande qui c'était. J'ai répondu, Anna Parker. Aucune réponse n'est venue, mais immédiatement après, j'ai entendu le bruit de quelque chose tombant et des pas précipités. J'ai sonné à nouveau. Je lui ai dit d'ouvrir la porte, ajoutant que si elle voulait que j'appelle la sécurité de l'immeuble et la police pour rédiger un rapport juste ici dans le couloir, je n'avais aucun problème à le faire. La porte s'est entr'ouverte. Chloé se tenait derrière, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, sans maquillage. Les yeux rouges et gonflés. Elle ne possédait plus le comportement doux et sucré de la secrétaire choyée du PDG. Devant moi se tenait une femme paniquée serrant désespérément un sac à main de créateur commune. Bouée de sauvetage. Elle m'a demandé ce que je faisais ici. J'ai poussé la porte et suis entré. Elle a essayé de me bloquer, mais en voyant l'avocat et derrière moi, elle a rapidement reculé. Le condo était massif avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la rivière Hudson. Des canapés en cuir blanc. Des tables basses en marbre et des parfums coûteux alignés sur les étagères. Tout criait l'argent. Mon argent. J'ai regardé les 2 valises ouvertes au milieu du salon. À l'intérieur se trouvaient des vêtements, des bijoux, des documents. Des liasses d'argent liquide et son passeport. Je lui ai demandé où elle se précipitait. Chloé s'est mordu la lèvre. Elle a affirmé qu'elle rentrait chez elle pour quelques jours. Elle a pleuré qu'elle ne savait rien des affaires de l'entreprise et m'a supplié de ne pas la presser. J'ai pris une boîte en velours sur la table. À l'intérieur se trouvait un bracelet en diamant que j'avais vu sur ses réseaux sociaux. Je lui ai demandé si Michael avait acheté cela pour elle. Elle a baissé les yeux en disant qu'elle n'avait pas demandé d'où venait l'argent. Je lui ai demandé si elle n'avait pas demandé ou si elle n'osait pas demander. Elle a éclaté en sanglots. Elle a sangloté, affirmant qu'elle était aussi une victime. Elle a dit que Michael lui avait dit que lui et moi étions séparés depuis longtemps. Il lui avait dit que les papiers de divorce étaient faits et qu'ils attendaient juste le bon moment pour l'annoncer. Il lui avait dit que je ne l'aimais pas et que je le traitais seulement comme un outil pour l'entreprise. Elle a dit qu'elle avait pitié de lui, c'est pourquoi elle. Je l'ai foudroyé froidement du regard. Je lui ai demandé si elle avait pitié de lui au point d'accepter un condo de plusieurs millions de dollars, des voitures, des sacs de créateurs et des vacances de luxe.
Chloé s'est étranglée sur ces mots. Ses larmes tombaient rapidement, mais elle ne m'émouvait pas le moins du monde. J'avais assez pleuré pour nous trois. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Michael. Je l'ai regardé et lui ai ordonné de répondre et de mettre sur haut-parleur. Tremblante, elle a appuyé sur le bouton répondre. La voix de Michael a instantanément retenti. Il lui a demandé frénétiquement si elle était arrivée à l'aéroport. Il lui a ordonné de ne pas écouter un mot de ce qu'Anna disait. Il lui a dit de simplement voler à Boston d'abord et d'attendre qu'il gère tout avant de la rejoindre. Il lui a explicitement rappelé d'apporter l'acte du condo et de ne pas me laisser mettre la main dessus. Le visage de Chloé est devenu complètement pâle. J'ai calmement sorti mon propre téléphone et appuyé sur enregistrer. À l'autre bout, Michael continuait à parler. Il lui a dit que si quelqu'un demandait, elle devait dire qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent. Il a dit que tout était un cadeau qu'il lui avait volontairement donné. Quant au contrat, il lui a strictement ordonné de ne jamais mentionner les emails qu'il lui avait dit de supprimer. J'ai regardé David et il a légèrement hoché la tête. C'était plus cassé. Chloé s'est complètement effondrée. Elle a gémi dans le téléphone. Michael, Anna est juste ici. La ligne est devenue morte silencieuse. Quelques secondes plus tard, il a raccroché. J'ai reposé la boîte en velours sur la table et regardé Chloé. Je lui ai dit qu'elle avait deux choix. 1. Elle pouvait continuer à le protéger et synchroniser avec lui. 2. Elle pouvait remettre chaque email, message texte, relevé bancaire et tout ce qu'elle savait à mon avocat. Je lui ai dit que je ne promettais pas de la laisser partir, mais que je documenterais légalement sa coopération. Elle s'est effondrée sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Longtemps après, elle a sorti en tremblant un ordinateur portable de sa valise et l'a placé devant moi. Elle a avoué qu'elle avait gardé des sauvegardes. Elle a dit qu'elle avait peur qu'un jour il l'abandonne, donc elle avait tout gardé. J'ai fixé l'écran lumineux alors que des dossiers apparaissaient devant mes yeux. Apex Suppli 2021, feuille de prix réelle, transfert à la mère, condo. Message texte avec Michael. Chaque nom de dossier était comme un autre clou enfoncé dans le cercueil de mon mariage. Chloé était assise recroquevillée sur le sol, serrant ses genoux. Sa voix totalement brisée. Elle a juré qu'elle ne savait vraiment pas que l'argent était volé à l'entreprise au début. Elle a affirmé que Michael avait dit que c'était son bonus personnel et ses profits d'investissement personnel. Je ne l'ai pas regardée. J'ai dit qu'elle pourrait ne pas avoir su quand elle a obtenu le condo pour la première fois. Mais qu'elle l'avait su plus tard. Elle a gardé la tête baissée. Son silence était sa réponse. J'ai ouvert un fil de messages entre elle et Michael. Dedans, Chloé avait clairement demandé. Est-ce sûr pour toi de transférer autant d'argent? Si Anna le découvre, nous sommes morts. Michael avait répondu. Elle ne se soucie que de signer les gros contrats. Elle ne fait jamais attention aux petites factures de fourniture. Ne t'inquiète pas. En lisant cela, mes paumes sont devenues glacées. Il s'avérait que dans ses yeux, ma confiance absolue en lui n'était rien de plus qu'une faille qu'il pouvait exploiter. L'avocat a ajusté ses lunettes, son ton extrêmement sérieux. Il a déclaré que ses emails prouvaient que Michael avait explicitement ordonné l'inflation des contrats et dit à Chloé de détruire les preuves. De plus, il y avait des emails transférés à Helen Carter concernant l'achat des deux devantures. Je me suis retourné vers Chloé et lui ai demandé ce qu'elle avait d'autre. Elle a tremblé, disant que c'était tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle avait gardé tout cela parce qu'elle était terrifiée que Michael la largue. Une femme prudente comme elle n'aurait pas gardé seulement quelques dossiers facilement accessibles. Je l'ai avertie que si elle voulait coopérer, elle ferait mieux de ne pas tester ma patience. Des larmes ont coulé de ses yeux à nouveau. Elle a rampé jusqu'à sa valise, fouillé sous la doublure et sorti un petit sac de maquillage. De là, elle a retiré une petite clé USB noire. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle a failli la laisser tomber. Elle a avoué que c'était un enregistrement audio.
Elle a dit qu'une fois Michael était ivre et parlait à sa mère dans le salon. Elle avait eu peur, donc elle les avait enregistrés. J'ai pris la clé USB. David l'a immédiatement branchée sur son ordinateur portable secondaire. Quelques secondes plus tard, la voix de Michael a résonné dans le condo de luxe qu'il avait acheté pour sa maîtresse. Ses mots étaient légèrement embrouillés par l'alcool. Mais l'intention malveillante était cristalline. Il a dit, « Maman. Ne t'inquiète pas. Anna ne sait pas. Je peux jongler avec ses contrats. Donne-moi 2 ans de plus. Une fois que j'aurai assez détourné de capital, je laisserai l'entreprise comme une coquille vide. Quand nous divorcerons, elle peut garder la carcasse morte de l'entreprise pour ce que j'en ai à faire. » La voix d'Hélène a retenti froide et dégoulinante d'avidité. Et ses parts? Elle en détient trop. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Michael a répondu, « Je m'en occupe. Si je peux la forcer à céder plus de droits de vote exécutif, je peux lentement diluer les siens. Sinon, continue juste à utiliser son infertilité pour la briser mentalement. Les femmes comme elles peuvent paraître dures à l'extérieur, mais au fond elles sont terrifiées de perdre leur mari. » Je suis resté complètement immobile. Je pensais avoir ressenti le maximum de douleur. Mais il s'avérait qu'il y avait des profondeurs d'agonie que je n'avais pas encore atteintes. Pendant 10 ans, je ne vivais pas seulement avec un mari infidèle. Je dormais à côté d'un prédateur qui calculait activement le jour où il pourrait saigner mon entreprise à sec et me jeter de côté avec une coquille vide. Il me serrait autrefois dans ses bras les nuits où j'étais si épuisé que je pleurais, me disant de me reposer, disant qu'il était là pour moi. Tout ce temps, il aiguisait silencieusement son couteau dans mon dos. Chloé a éclaté en sanglots bruyants. Elle s'est excusée, admettant qu'elle avait tort, mais geignant qu'elle avait aussi été manipulée. Elle a dit qu'il avait promis de l'épouser, lui disant que je n'avais que le titre d'épouse. Et affirmant que sa mère l'avait déjà accepté. Je me suis levé et me suis approché directement d'elle. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas été manipulée par l'amour. Elle avait été manipulée par l'avidité. Elle avait vu qu'il avait de l'argent, du pouvoir, des maisons et des voitures. Et elle pensait avoir gagné le jackpot. Maintenant qu'elle perdait, elle voulait s'appeler victime. Elle est restée assise là dans un silence stupéfait, n'osant pas argumenter. Je ne voulais plus entendre ses pleurs. Je me suis tourné vers l'avocat et lui ai ordonné de sceller toutes les données. D'envoyer les fichiers aux auditeurs indépendants d'ici demain matin. Et de rédiger la plainte pénale fédérale. Quant à Chloé, je lui ai dit de documenter sa coopération. Mais tous les actifs liés à l'argent sale devaient être gelés. Chloé a brusquement relevé la tête. Elle a bafouillé à propos du condo. J'ai regardé autour de la pièce massive, les meubles coûteux, l'éclairage faussement chaleureux. Je lui ai demandé si elle était sérieusement assise dans un appartement acheté avec l'argent volé d'eux. Mon entreprise et me demandait ce qui allait arriver à cela. Elle a fermé la bouche. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix masculine profonde est venue à travers la ligne. Il m'a demandé si c'était Anna Parker. Il s'est présenté comme Tommy, l'ancien chauffeur de Michael. Il a dit qu'il avait quelque chose qu'il voulait me remettre. Il a dit: « Si tu voulais savoir ce que ton mari avait fait dans ton dos pendant les 3 dernières années, tu devais le rencontrer ce soir dans le garage souterrain de l'entreprise. » J'ai serré mon téléphone fermement. Une autre porte s'ouvrait. Et je savais que l'obscurité derrière celle-ci allait être beaucoup plus épaisse. J'ai quitté le condo de Chloé vers 22h. La ville dehors brillait encore de néon. Mais à l'intérieur de mon cœur, il n'y avait qu'un gris lourd et suffocant. L'avocat m'a conseillé de le laisser m'accompagner au garage, mais j'ai secoué la tête. Certaines vérités, aussi sales soient-elles, j'avais besoin de les voir de mes propres yeux et de les entendre de mes propres oreilles. J'ai texté mon équipe de sécurité privée pour qu'elle se tienne prête à proximité. Puis j'ai conduit moi-même jusqu'au bâtiment de Parker Holdings. Le garage souterrain était terrifiant de vide si tard dans la nuit. Les lumières fluorescentes clignotaient contre le plafond en béton.
Les ventilateurs d'aération bourdonnaient comme un long soupir dans l'obscurité. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, j'ai vu un homme debout à côté du pilier en béton B17. Il portait une vieille veste, une casquette de baseball baissée bas. Et tenait fermement une enveloppe Kraft brune à 2 mains. Je lui ai demandé « Êtes-vous Tommy ?» Il a levé les yeux. Je l'ai reconnu immédiatement. Tommy avait été le chauffeur privé de Michael pendant presque 4 ans avant de quitter soudainement, affirmant qu'il devait rentrer dans sa ville natale pour s'occuper de son père malade. À l'époque, je lui avais même donné une généreuse indemnité de départ parce que je pensais qu'il était honnête et discret. Il a nerveusement dit oui. Sa voix était rauque et tremblante. Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de me trouver maintenant. Tommy a regardé autour de lui, puis a baissé la voix. Il a dit qu'il avait autrefois eu très peur parce qu'il pensait que M. Carter avait des soutiens puissants et qu'il n'était qu'un chauffeur. Il a dit que s'il parlait, il ne perdrait pas seulement son travail. Sa famille serait aussi en danger. Mais au cours des derniers jours, en entendant les rumeurs que Michael avait été suspendu, il avait senti que rester silencieux serait me faire du tort. J'ai regardé l'enveloppe dans ses mains. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. Il me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait une carte SD, plusieurs reçus photocopiés, des journaux de véhicules, des photos imprimées et un petit registre manuscrit. J'ai ouvert le registre. Des dates, des lieux, des hôtels, des restaurants et des condos de luxe apparaissaient ligne par ligne. Les jours où Michael me disait qu'il divertissait des clients dans le New Jersey. Le registre montrait Tommy le conduisant lui et Chloé vers une station balnéaire dans les Hamptons. Les nuits où il prétendait être en réunion tardive avec des partenaires. Tommy documentait l'avoir déposé au condo de Chloé à 2 heures du matin. J'ai serré le registre. Cela prouvait qu'il trompait, mais j'avais besoin de plus. Tommy a hoché la tête et sorti rapidement quelques photographies. Il les a pointées. Il a dit qu'il y a 3 ans, Monsieur Carter visitait fréquemment un bureau de service juridique louche dans Queens. Tommy a dit qu'il avait surpris des conversations téléphoniques. On aurait dit qu'il rédigeait de faux documents. Puis une fois, Michael était remonté dans la voiture en tenant une grande enveloppe. Il avait dit à mademoiselle Chloé au téléphone que les papiers de divorce étaient finalisés. Il n'avait qu'à attendre le bon moment. Le sang dans mes veines est devenu froid. Je lui ai demandé s'il avait vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Tommy a dit oui. Une nuit, Michael était ivre et avait laissé tomber les papiers sur le sol de la voiture. Tommy avait vu une copie photocopiée d'un décret de divorce avec mon nom et le sien. Mais le sceau du tribunal paraissait complètement faux. Tommy avait eu peur, donc il avait pris une photo. Il m'a montré la photo sur son téléphone. Elle était légèrement floue, mais assez claire pour lire mon nom, le nom de Michael. Et voir un tampon rouge de tribunal falsifié. J'ai ri, mais ma gorge était amèrement sèche. Il s'avérait que le soi-disant divorce n'était pas juste un mensonge qu'il avait dit à sa maîtresse. Il avait réellement payé pour falsifier des documents de tribunal, tentant d'utiliser une fausse légalité pour m'effacer de sa vie. Tommy a dégluti difficilement, puis a continué. Il a dit qu'il y avait une chose de plus, bien qu'il ne sache pas si c'était important. Il y a environ 6 mois, Michael avait rencontré plusieurs fois un homme nommé Robert, le PDG d'Apex Supply. Il parlait à l'arrière de la voiture, pensant que Tommy ne pouvait pas entendre. Michael avait dit à Robert que si l'entreprise était jamais auditée, il mettrait simplement tout le blâme sur le département des achats et la comptabilité. Michael avait aussi mentionné qu'il avait caché un deuxième ensemble de registres propres, fabriqué dans un coffre-fort chez sa mère. J'ai brusquement relevé la tête. Un coffre-fort chez Hélène? Tommy a dit oui. Le domaine de Greenwich dans le bureau du 2e étage. Caché derrière un panneau mural faux derrière l'étagère. Tommy a dit qu'il avait vu Michael l'ouvrir une fois. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'avais acheté cette maison. Les rénovations avaient été payées avec mon argent. Et pourtant, derrière ces murs, il cachait les preuves sales qu'il prévoyait d'utiliser pour piéger des employés innocents.
Je lui ai demandé comment il savait exactement où c'était. Tommy a baissé les yeux, se tordant les mains. Il a avoué que Michael lui avait ordonné d'aider à porter le petit coffre-fort en acier dans la maison. Michael lui avait dit que si quelqu'un demandait, de dire que c'était juste une boîte forte pour les bijoux vintage d'Hélène. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de garder ma voix stable. Je lui ai demandé s'il était prêt à témoigner devant un tribunal fédéral. Tommy est resté silencieux longtemps. Je ne l'ai pas poussé. Dans le garage vide. Le bruit de l'eau dégoulinant d'un tuyau au-dessus sur le béton résonnait bruyamment. Finalement, il a hoché la tête. Il a dit oui, mais seulement si je l'aidais à protéger sa famille. Il a dit que Michael l'avait une fois menacé que si Tommy le trahissait un jour, il s'assurerait que Tommy ne pourrait plus jamais trouver de travail sur la côte est. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'il me donne la vérité et que je le protégerai avec toute la force de la loi. Il a expiré lourdement comme si un rocher avait été enlevé de sa poitrine. J'ai appelé l'avocat, lui ordonnant de descendre au garage immédiatement. Mais avant que je puisse dire un autre mot, l'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un message texte d'un numéro inconnu contenant seulement une seule photo. Sur la photo, la porte d'entrée du domaine de ma belle-mère était grande ouverte. Un homme en casquette de baseball noir sortait, tenant un petit coffre-fort en acier. En dessous de la photo se trouvait un texte. Trop tard. Les preuves sont en train d'être déplacées. J'ai fixé la photo, mes mains devenant de glace. L'homme à la casquette noire portant le coffre-fort hors du domaine de Greenwich n'était clairement pas un membre de la famille. Si ce texte était réel, Michael ou sa mère avaient ordonné à quelqu'un de déplacer les preuves en pleine nuit. Si j'étais juste de quelques minutes trop tard, les pièces finales de preuve pourraient disparaître pour toujours. Je me suis immédiatement tourné vers Tommy. Je lui ai montré la photo et demandé s'il reconnaissait l'homme. Tommy a zoomé sur la photo, son visage devenant pâle. Il a bafouillé que cela ressemblait à Robert, le PDG d'Apex Supply. Tommy avait conduit Michael à rencontrer cet homme plusieurs fois. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'ai appelé l'avocat. Je lui ai dit de se diriger directement vers le domaine de Greenwich, d'amener un enquêteur privé. Et d'appeler la police locale du Connecticut pour du renfort. Quelqu'un déplaçait des preuves hors de la maison. La voix de David est instantanément devenue tendue. Il m'a dit de ne pas y aller seul, m'assurant qu'il était en route. J'ai raccroché, signalé à mon équipe de sécurité de suivre. Et suis sorti en trombe du garage souterrain. Il était tard dans la nuit, mais la circulation à New York était encore dense. Feux arrière rouges. Klaxons retentissants et phares aveuglants passaient devant mes yeux comme un cauchemar sans fin. Je conduisais si vite que mes mains se crispaient sur le volant. Une seule pensée résonnait dans ma tête, je ne pouvais pas le laisser effacer ses traces. Je ne pouvais pas laisser mes 10 ans se terminer par l'expression « preuves insuffisantes ». Quand je suis arrivé au domaine, les immenses grilles en fer étaient légèrement entr'ouvertes. La voiture de Michael était garée de manière hasardeuse dans l'allée. La porte côté conducteur encore ouverte. En sortant de la voiture, j'ai entendu la voix d'Hélène hurler de l'intérieur de la maison. Elle a crié « Qu'est-ce que tu attends? Prends-le et va-t'en. Ne laisse pas Anna le trouver. » J'ai poussé la porte d'entrée et suis entré en trombe. Hélène se tenait au milieu du hall, les cheveux en désordre. Portant encore les vêtements d'intérieur en soie froissée d'hier. Michael se tenait près de l'escalier, le visage cendreux. Et l'homme nommé Robert venait de descendre du 2e étage. Serrant le petit coffre-fort en acier contre sa poitrine. Tous les trois se sont figés de pure panique quand ils m'ont vu. J'ai marché dans la maison pas à pas, ma voix si froide qu'elle m'a fait peur à moi-même. J'ai dit, il est bien tard pour une fête aussi animée à la maison. Hélène s'est immédiatement placée devant Robert, le bloquant. Elle a exigé de savoir ce que je faisais ici, hurlant que c'était sa maison. Je l'ai regardé. Je lui ai dit que je n'en étais pas si sûr pour demain. Michael a descendu précipitamment l'escalier, saisissant mon bras pour me tirer dehors. Il m'a supplié d'écouter, affirmant que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient.
Il a menti, disant « Robert venait juste récupérer de vieux documents d'affaires ». J'ai violemment arraché mon bras. De vieux documents d'affaires cachés dans un coffre-fort mural. Je lui ai demandé exactement à quel point il pensait que j'étais stupide. Son visage s'est durci. Robert a essayé de reculer vers la sortie arrière. Mais mon équipe de sécurité a immédiatement bloqué la porte. Robert a serré le coffre-fort plus fort, la sueur coulant sur ses tempes. J'ai tendu la main. Je lui ai dit de me donner le coffre. Robert a regardé Michael. Michael a serré les dents et lui a ordonné de ne pas le remettre. J'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer une vidéo. J'ai déclaré à voix haute et claire. Très bien. Tout ce qui est dit et fait ce soir va directement au FBI et aux procureurs fédéraux. Monsieur Robert, vous tenez des documents liés au détournement de plus de 2 millions de dollars de Parker Holdings. Si vous sortez par cette porte avec, vous n'êtes plus seulement un complice. Vous détruisez activement des preuves fédérales. Robert a commencé à trembler. Hélène a hurlé, m'accusant de bluffer. Elle a crié que juste parce que j'avais de l'argent ne signifiait pas que je pouvais piéger qui je voulais. Je l'ai fixée sans cligner des yeux. Je lui ai dit qu'elle avait dépensé mon argent pendant 10 ans sans se plaindre. Et maintenant elle osait appeler cela piéger. Elle s'est étranglée, incapable de répondre. Juste à ce moment-là, le bruit de pneus crissant a retenti de l'allée. L'avocat est entré. Flanqué de 2 officiers de police locaux de Greenwich et d'un enquêteur privé. Quand Michael les a vus, son visage est devenu couleur de la mort. Il m'a demandé si j'étais vraiment prête à aller aussi loin. Je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit qu'il était celui qui m'avait appris que quand on traite avec des gens sans conscience, il faut utiliser la loi. Robert a finalement abandonné. Le coffre-fort en acier a été placé sur la table basse. David a rédigé un rapport d'incident sur place devant la police. Quand le coffre a été forcé, il était rempli de piles de contrats, de registres de paiements illicites, de clés USB et de sceaux d'entreprise pour plusieurs sociétés écrans. Mais en creusant jusqu'au compartiment du bas, mon cœur s'est serré. Ce compartiment était complètement vide. La seule chose restante était un contour rectangulaire dans la poussière montrant où quelque chose de très important se trouvait autrefois. Tommy, debout derrière moi, est devenu pâle. Il a murmuré que ce n'était pas normal. La dernière fois qu'il l'avait vu, il y avait un épais dossier rouge à l'intérieur. J'ai brusquement tourné la tête pour regarder Michael. Il regardait vers le bas, mais le coin de sa bouche s'est relevé en un petit sourire moqueur. C'était fugace, mais assez pour que je comprenne. Il avait échangé le contenu avant mon arrivée. Je me suis approché droit de son visage, ma voix descendant en un murmure. J'ai exigé de savoir où était le dossier rouge. Il m'a regardé, un regard de pur désespoir dérangé flashant dans ses yeux pour la première fois. Il m'a raillé, demandant si je voulais savoir. Il m'a dit de me mettre à genoux et de le supplier. J'ai fixé l'homme qui avait autrefois été mon mari, ressentant soudain un calme étrange. Un rat acculé dans un coin essaiera toujours d'utiliser l'humiliation pour s'accrocher à n'importe quel lambeau pathétique de pouvoir restant. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tourné vers l'avocat et lui ai ordonné de tirer les images des caméras de sécurité, les caméras de la grille d'entrée, les caméras de rue. Je voulais savoir exactement où ce dossier rouge était allé. Michael a laissé échapper un rire rauque. Il a dit qu'il était trop tard. Il m'a dit que j'avais peut-être gagné quelques batailles, mais que je n'avais pas gagné la guerre. Je l'ai regardé. Je lui ai dit de continuer à jouer alors, mais de se souvenir d'une chose. Quelqu'un qui n'a plus rien à croire n'a absolument plus rien à craindre. J'ai quitté le domaine de Greenwich vers 2 heures du matin. Sur le siège arrière de ma voiture, le coffre-fort en acier était scellé dans un sac de preuves. Mais dans mon esprit, tout ce que je voyais était ce compartiment vide du bas et le sourire tordu de Michael. Ce dossier rouge contenait absolument sa carte maîtresse la plus dévastatrice. Sinon, il n'aurait pas osé l'utiliser pour me défier. David était assis à côté de moi.
passant frénétiquement des appels pour tracer les caméras du quartier. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les arbres se brouiller dans l'obscurité. Me sentant terrifiante de calme. Dans le passé, si Michael m'avait juste parlé froidement, je me serais retourné toute la nuit en me demandant ce que j'avais mal fait. Maintenant, il cachait des preuves et me menaçait, et je ne ressentais aucune douleur du tout. Quand le cœur d'une femme meurt enfin, ce qui reste n'est pas des larmes, mais une clarté pure et non diluée. Le téléphone de David a vibré. Il a répondu, et son expression a changé drastiquement. Il m'a dit que la caméra de la grille du domaine avait capté des images à 21h42. Helen Carter avait remis une épaisse enveloppe rouge à une femme d'âge moyen conduisant un véhicule de covoiturage. La plaque d'immatriculation était partiellement obscurcie, mais une caméra Ring d'un voisin avait capté un meilleur angle. Je me suis tourné vers lui, demandant qui était la femme. Il a dit qu'il l'identifiait, mais il y avait un détail bizarre. Après le départ de la femme, c'était Michael qui avait appelé Robert pour venir récupérer le coffre-fort. Il semblait que le coffre en acier n'était qu'une diversion. J'ai fermé les yeux. Michael avait encore la moitié d'un cerveau. Il savait que je tracerais le coffre-fort. Donc il m'avait intentionnellement laissé attraper une partie des preuves. L'article le plus critique avait été déplacé en premier. Mais qui était cette femme d'âge moyen? Une parente, une ancienne employée, ou un autre lien dans leur syndicat? Juste au moment où j'allais demander, mon téléphone s'est allumé. C'était un message texte d'Helen Carter. Il disait, « Si tu veux protéger l'héritage de ta mère, recule. » J'ai fixé ces mots, ma main se figeant. Ma mère. Ma mère est décédée il y a 7 ans. C'était une femme gentille et travailleuse qui avait passé sa vie à gérer une petite boutique de textile à Brooklyn, économisant chaque centime pour me faire passer à l'université. Elle ne s'était jamais battue avec personne. Pourquoi Hélène mentionnait-elle ma mère maintenant? Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu après quelques sonneries, sa voix rauque, mais pleine de malice. Elle a ricané, demandant si je savais enfin ce que la peur ressentait. J'ai serré le téléphone, exigeant de savoir ce qu'elle détenait. Hélène a ri méchamment. Elle a dit qu'elle détenait la vérité. Elle m'a demandé si je pensais que ma mère était si parfaitement propre. Elle a affirmé que la maison de Brooklyn que j'avais vendue pour démarrer mon entreprise avait un titre contesté. Elle a menacé que si la vérité sortait, non seulement la réputation de ma mère serait ruinée, mais le capital de fondation de Parker Holdings serait fédéralement enquêté. Mon sang s'est transformé en glace. Cette maison était la seule chose que ma mère m'avait laissée avant de mourir. Elle avait signé l'acte en ma faveur et je l'avais vendue pour obtenir mon capital de démarrage. Tout avait été fait par un notaire légitime. Je ne soupçonnais rien. Je lui ai dit qu'elle mentait. Elle m'a dit de demander à mes avocats si je ne la croyais pas. Elle s'est vantée que le dossier rouge était actuellement en sécurité entre les mains de son opérateur. Elle m'a averti que si je continuais à la pousser elle et son fils demain matin, tout le monde financier lirait que la présidente Anna Parker avait construit son empire sur une propriété volée et contestée. Je pouvais clairement entendre la voix frénétique de Michael en arrière-plan, hurlant à sa mère d'arrêter de parler. Hélène a crié en retour, lui disant de se taire. Elle a hurlé que si je voulais les conduire à leur mort, elle allait me traîner en enfer avec eux. L'appel s'est déconnecté. Je suis resté paralysé pendant quelques secondes. Un type de douleur complètement différent a surgi dans ma poitrine. Pas à cause de Michael, mais à cause de ma mère. Je pouvais endurer qu'il salisse mon nom. Mais je n'accepterais absolument pas qu'il traîne la mémoire de ma mère dans la boue. L'avocat m'a regardé avec une profonde inquiétude. Il m'a averti de ne pas la croire aveuglément, déclarant que les documents étaient très probablement falsifiés. Mais il a ajouté que s'ils osaient l'utiliser comme chantage, il devait l'avoir préparé très méticuleusement. Il a offert de tirer les registres de propriété d'il y a 10 ans. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit non seulement les registres de propriété. Je voulais qu'il retrouve le notaire, le registre des actes de la ville.
Et quiconque dont le nom avait jamais été attaché à l'histoire de cette maison. Je voulais savoir ce qu'ils avaient déterré et exactement quelle partie ils avaient falsifié. Juste au moment où la voiture s'est arrêtée devant le siège de Parker Holdings. L'assistant de David a envoyé un clip vidéo de la caméra Ring du voisin. La femme qui avait reçu l'enveloppe rouge avait baissé son masque pendant quelques secondes pour ajuster son casque. J'ai zoomé sur l'écran et mon cœur s'est arrêté. Ce visage, c'était Martha. L'ancienne aide-soignante et femme de ménage de ma mère qui avait quitté l'année où je m'étais marié. Le jour où ma mère était morte, elle avait été la première à nettoyer la vieille maison. Mes mains sont devenues complètement froides. Si Martha était impliquée là-dedans. Cela signifiait que la conspiration de la famille Carter avait commencé il y a très, très longtemps. Bien avant que je surprenne Michael en train de tromper. J'ai regardé David et lui ai ordonné de trouver Martha ce soir avant qu'elle n'ait la chance de disparaître. L'équipe de David a retrouvé la dernière adresse connue de Martha dans un complexe d'appartements délabré à Queens. Mais quand nous y sommes arrivés, la porte était cadenassée. Un voisin nous a dit qu'elle était partie il y a moins d'une heure, portant un grand sac de sport. Et avait pris un Uber vers la gare routière de Port Authority. Je suis resté dans le couloir humide et miteux, regardant le cadenas frais sur la porte rouillée. Mon cœur devenant plus froid à chaque seconde. Une vieille femme de ménage disparaissant exactement au moment où un dossier de chantage hautement sensible était déplacé. Si quelqu'un appelait cela une coïncidence, même un enfant ne le croirait pas. L'avocat s'est tourné vers moi, suggérant qu'elle essayait peut-être de fuir hors de l'État. Il a offert d'avoir ses contacts vérifier les manifestes de bus allant vers le sud ou le Midwest. J'ai secoué la tête. J'ai dit, non, elle n'est pas assez stupide pour aller directement à une gare routière si elle détient des documents hautement sensibles. Elle trouverait d'abord un endroit qu'elle pensait être un havre sûr. J'ai rapidement fouillé dans mes souvenirs fragmentés de Martha. À l'époque où ma mère était en vie, Martha travaillait comme aide-soignante à temps partiel. Cuisinant, nettoyant et restant parfois quand l'arthrite de ma mère s'aggravait. Elle était silencieuse, maigre et gardait toujours la tête baissée. Ma mère la payait et lui avait même prêté de l'argent pour les factures médicales de son fils. Après les funérailles de ma mère, elle avait brusquement démissionné. Disant qu'elle avait besoin de retourner dans sa ville natale pour s'occuper de son petit-fils. J'étais trop noyé dans le chagrin à l'époque pour questionner cela. En y repensant maintenant, sa démission était bien trop parfaitement chronométrée. Presque comme si elle venait de terminer une tâche spécifique. Je me suis soudain souvenu d'un endroit, la paroisse Saint-Jude dans le Bronx. David m'a regardé confus. J'ai expliqué que quand ma mère était en vie, elle faisait du bénévolat au garde-manger alimentaire de Saint-Jude chaque mois. Martha l'avait accompagnée de nombreuses fois. La paroisse avait un petit couvent et un abri attaché. Si elle était terrifiée, elle pourrait essayer de se cacher là. Moins de 40 minutes plus tard, notre voiture s'est arrêtée à l'église. L'aube approchait, et une fine brume couvrait le vieux toit en pierre. Le faible son des cloches du matin résonnait doucement dans l'air. J'ai marché dans la cour, mon cœur lourd comme du plomb. Une vieille nonne m'a reconnu après que j'ai mentionné le nom de ma mère. En silence, elle nous a conduits à une rangée de petits quartiers d'invités à l'arrière. La porte d'une des petites pièces était entr'ouverte. À l'intérieur, je pouvais entendre des pleurs étouffés. J'ai poussé la porte et suis entré. Martha était assise sur un lit en bois, serrant son sac de sport contre sa poitrine. Dès qu'elle m'a vu, elle a paniqué et a bondi sur ses pieds, tout le sang quittant son visage. Elle m'a supplié de ne pas lui faire de mal, jurant qu'elle ne savait rien. J'ai regardé le sac dans ses bras. Je lui ai demandé si elle ne savait rien. Pourquoi courait-elle alors? Elle a serré le sac plus fort, ses yeux complètement injectés de sang. Elle a pleuré qu'elle y avait été forcée. Elle a dit qu'Hélène Carter l'avait menacée. Si elle n'aidait pas, Hélène embaucherait des agents de recouvrement pour exiger l'argent que ma mère lui avait prêté des années plus tôt et signalerait son fils à la police pour un réseau de jeux illégaux. Martha a sangloté qu'elle était vieille et voulait juste qu'on la laisse en paix. Je me suis approché, ma voix tremblant alors que j'essayais de supprimer ma fureur.
J'ai exigé de savoir où était le dossier rouge. Martha s'est effondrée en sanglots bruyants, tombant à genoux sur le sol carrelé. Elle s'est excusée abondamment, disant qu'elle avait fait du tort à ma mère. Mais elle a juré que les documents dans le dossier n'étaient pas complètement réels. Elle a avoué qu'il l'avait forcée à signer une affidavit affirmant que ma mère avait escroqué un parent pour obtenir l'acte de la maison de Brooklyn et que j'avais utilisé cette maison volée pour construire mon entreprise, mais elle a juré que ce n'était pas vrai. Ma mère n'avait jamais escroqué personne. La maison avait été légitimement laissée à ma mère par ma grand-mère. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait signé alors. Secouant violemment, elle a ouvert le sac de sport et sorti le gros dossier rouge. À l'intérieur se trouvait l'affidavit écrit, plusieurs actes de propriété anciens photocopiés. Une clé USB contenant un enregistrement audio, et une note de promesse portant sa signature. Elle a avoué qu'il l'avait secrètement enregistrée en train de mentir. Il lui avait dit que si elle ne coopérait pas, il publierait la bande. Elle avait eu si peur qu'elle avait pris l'argent de silence d'Hélène, mais la nuit dernière. Alors qu'elle fuyait avec le dossier, elle n'avait cessé de penser à ma mère. Elle se souvenait que ma mère avait pratiquement sauvé la vie de son fils. Elle ne pouvait pas supporter de les laisser ruiner le nom d'une femme morte. J'ai pris le dossier rouge, mes mains tremblant. Les documents falsifiés à l'intérieur étaient incroyablement sophistiqués. Un mélange de demi-vérité et de mensonges complets. Ils ne tiendraient pas devant une enquête rigoureuse d'un tribunal fédéral. Mais ils étaient plus qu'assez pour détruire la réputation de ma mère dans la presse. Jeter un doute sévère sur Parker Holdings et me traîner dans la boue avec Michael. J'ai regardé Martha. Je lui ai demandé si elle était prête à témoigner de cela. Elle a gardé la tête baissée, sanglotant hystériquement. Elle a dit qu'elle le ferait, mais m'a supplié de protéger sa famille. Je me suis tourné vers l'avocat et je lui ai ordonné de rédiger une déclaration immédiatement, d'enregistrer sa confession en vidéo et de sceller le dossier entier. Je lui ai dit que nous soumettions des charges fédérales supplémentaires ce matin. Mais juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix a retenti, rauque et glaciale. Il m'a demandé si j'avais trouvé Martha. Il m'a raillé en demandant si je pensais que cela signifiait que j'avais gagné. Il a déclaré qu'il était actuellement au bureau de Wall Street. Il m'a dit que si je n'y étais pas dans exactement 30 minutes, il allait faire exploser Parker Holdings droit en enfer. Littéralement. Je me suis figé. De l'autre bout de la ligne, le hurlement perçant d'une alarme incendie commerciale a commencé à retentir. J'ai sprinté hors de la paroisse Saint-Jude avant que le soleil ne soit complètement levé. Les cloches matinales de l'église se sont estompées derrière moi, mais à l'intérieur de ma tête, le seul son était l'alarme incendie chaotique hurlant depuis l'appel de Michael. L'avocat a immédiatement appelé la sécurité de l'immeuble et composé le 911. Je suis resté assise dans la voiture, mon cœur battant si fort que je sentais qu'il pourrait briser mes côtes. Même si je détestais Michael Carter jusqu'à la moelle, je savais une chose. Parker Holdings n'était pas juste mon entreprise. Elle contenait des centaines d'employés, des données clients, des plans de projet et les moyens de subsistance de personnes innocentes. S'il était vraiment assez dérangé pour tout entraîner avec lui, je ne me pardonnerai jamais d'arriver trop tard. Alors que la voiture tournait sur Wall Street, je pouvais déjà voir les lumières clignotantes des camions de pompiers du FDNY et des voitures de police du NIP stroboscopant contre la façade vitrée de l'immeuble. Les agents de sécurité évacuaient le personnel du quart de nuit sur le trottoir. Certaines personnes serraient des ordinateurs portables. D'autres en uniforme de nettoyage se tenaient à frissonner sur le trottoir. J'ai ouvert la porte de la voiture et suis sorti. Le vent glacial du matin a giflé mon visage. Le chef de la sécurité a couru vers moi, le visage blanc comme la cendre. Il a rapporté que les systèmes de suppression d'incendie avaient été déclenchés au 26e étage. Mais qu'il n'y avait aucun signe d'un incendie massif pour l'instant. Il a dit que M. Carter était barricadé à l'intérieur du bureau du PDG. J'ai serré les poings et demandé si quelqu'un était piégé. Il a dit non.
L'étage avait été complètement évacué. Mais il a ajouté que Michael refusait de laisser quiconque entrer. Il exigeait de me voir seulement moi. David a saisi mon bras. Il m'a averti de ne pas monter là-haut seul et de laisser le NIP s'en occuper. J'ai levé les yeux vers l'étage élevé qui avait autrefois été le domaine de Michael. Ce bureau avait été témoin du jour où nous avions trinqué au champagne pour notre premier gros contrat. C'était aussi l'endroit où je l'avais surpris avec Chloé. Je savais qu'il ne m'avait pas convoqué ici pour négocier. Il voulait que je sois témoin de sa chute pathétique finale. Il voulait m'entraîner dans la folie qu'il avait créée. J'ai dit à David que j'y allais, mais pas seul. 2 officiers du NIP m'ont escorté dans l'ascenseur de secours sécurisé. L'avocat a suivi de près, son téléphone déjà en train d'enregistrer l'audio. Alors que l'ascenseur montait plus haut, les sirènes hurlantes devenaient assourdissantes. Quand les portes se sont ouvertes au 26e étage. Le couloir clignotait de lumière stroboscopique rouge. Une faible odeur de fumée flottait dans l'air. Incertaine si elle provenait de fils électriques ou de quelque chose intentionnellement brûlé. Les lourdes portes en chaîne du bureau du PDG étaient verrouillées hermétiquement. De l'intérieur, j'ai entendu le rire rauque de Michael. Il a hurlé, demandant si Anna était arrivée. Je me suis tenu devant la porte et ai calmement répondu, « Je suis là. » Ouvre la porte. Un officier du NIP m'a signalé de reculer et a crié, « Michael Carter. Ouvre la porte et coopère. Toute action mettant les autres en danger entraînera des charges fédérales sévères. » Un silence total est tombé à l'intérieur pendant quelques secondes. Puis est venu le bruit de verre brisé. Michael a crié en retour. Des charges fédérales? Tu n'es ici que parce qu'elle a de l'argent. Tout le monde prend son parti. J'ai fermé les yeux, pris une respiration, et les ai ouverts. J'ai parlé clairement, Michael, tu voulais me voir. Donc ouvre la porte. S'il te reste un brin de virilité. Arrête de te cacher derrière un morceau de bois verrouillé. Cette phrase semblait avoir frappé le tout dernier nerf de son ego meurtri. Le verrou s'est ouvert avec un clic. La police a immédiatement avancé, sécurisant un avantage tactique. Je suis entré derrière eux. Le bureau du PDG était un désastre absolu. Des documents étaient éparpillés partout comme de la neige. Un coin des rideaux coûteux de la fenêtre était noirci par le feu et un extincteur gisait abandonné. Sur le sol. Michael se tenait près de son bureau. Sa chemise était froissée et sale, ses yeux injectés de sang. Dans sa main, il tenait une clé USB et plusieurs feuilles de papier froissées. Sur le bureau. La photo encadrée commémorant le 10e anniversaire de l'entreprise était brisée en morceaux. Le verre fissuré coupait juste en travers de mon visage souriant sur la photo. Il m'a regardé et a commencé à rire. Il a dit, « Tu as gagné, Anna. Tu as repris l'entreprise, les maisons. L'argent. Que veux-tu d'autre ?» Je l'ai fixé longtemps. J'ai dit que je voulais qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Il a secoué la tête, son rire devenant plus fort. Il a dit, « Non. Tu veux que je sois à genoux. Tu veux que j'admette que tu m'as battu. Mais sais-tu même pourquoi je t'ai trahi ?» Il a ricané. Parce qu'à côté de toi, je ne me suis jamais senti comme un homme. Tu es trop intelligente, trop froide, trop intouchable. J'ai vécu dans ton ombre pendant 10 ans, me sentant comme un fantôme. Une douleur vive a traversé ma poitrine, mais pas par amour. C'était parce que même à la toute fin, il réussissait encore à tordre son propre complexe d'infériorité pathétique en étant ma faute. Je ne lui avais jamais demandé d'être un fantôme. Il avait choisi de se cacher dans les ombres, son visage tordu. Il a levé la clé USB. Il a hurlé que cela contenait les registres de sauvegarde, menaçant que s'il perdait tout, je ne connaîtrais pas non plus la paix. Je l'ai regardé, ma voix complètement impassible. Je lui ai dit que Martha avait déjà avoué. Le dossier rouge était entre les mains de mon avocat. Chloé avait remis chaque email. Tommy était prêt à témoigner sous serment, et Robert avait été intercepté au domaine de Greenwich. Je lui ai dit qu'il n'avait plus de carte.
La lumière dérangée dans ses yeux s'est brisée. L'énergie maniaque a drainé son visage, laissant derrière une coquille creuse incroyablement pathétique. Il a reculé d'un pas, ses épaules s'effondrant. Il a marmonné que c'était impossible, que Chloé ne le trahirait pas. Je lui ai dit qu'il avait trahi tout le monde d'abord. Il m'a fixé, ses lèvres tremblant. Il m'a demandé, « Anna, si je vais en prison fédérale, comment ma mère survivra-t-elle » J'ai senti mon cœur se transformer en pierre absolue. Je lui ai demandé, quand ta mère se préparait à salir le nom de ma mère morte. S'est-elle jamais demandé comment je survivrais? Cette seule phrase l'a rendu muet. La police s'est avancée et l'a maîtrisé. Il n'a pas résisté. Quand la clé USB est tombée de sa main, le petit clic du plastique heurtant le sol a presque été avalé par les alarmes incendie hurlantes. Mais pour moi, c'était le clou final dans le cercueil d'un royaume construit sur des mensonges. Alors qu'il était escorté devant moi, il s'est soudain arrêté. Dans un murmure rauque et brisé, il a demandé, « M'as-tu jamais vraiment aimé ?» J'ai regardé l'homme qui avait détruit 10 ans de ma vie et ai répondu très doucement. « Je l'ai fait. Et c'est exactement parce que je t'ai vraiment aimé que la douleur d'aujourd'hui rend impossible pour moi de jamais te pardonner. » Il a baissé la tête et a été poussé dans l'ascenseur. Les alarmes incendie ont enfin cessé. Tout le 26e étage s'est enfoncé dans un silence lourd et suffocant. Je suis entré dans le bureau ruiné et ai ramassé le cadre de photos brisé. Sur la photo, Lana d'il y a 10 ans souriait radieusement, debout à côté du mari qu'elle croyait être son pour toujours. Je l'ai posé face contre le bureau et suis sorti. Dehors des fenêtres en verre, l'aube de Manhattan se levait à peine. Elle était pâle, mais indéniablement claire. Une longue nuit sombre avait pris fin. Mais le vrai procès pour la famille Carter ne faisait que commencer. 3 mois après le jour où Michael a été traîné hors du 26e étage menotté, les mises en accusation fédérales sont tombées. Les contrats de fourniture gonflés, l'argent illicite circulant par Apex supplie. Les 2 devantures de magasins à Manhattan au nom d'Hélène, le condo de luxe de Chloé à Tribeca. Et la conspiration de chantage impliquant la maison de Brooklyn de ma mère défunte ont tous été formellement entrés en preuve fédérale. J'ai toujours pensé que le voir debout devant un juge allégerait mon cœur, mais non. Le jour où le procès a commencé, je me suis assise dans la galerie réservée aux victimes. En regardant Michael dans sa combinaison de prison fanée, ses cheveux rasés courts, son visage creusé, je ne ressentais qu'un vide glacial et vide dans ma poitrine. Cet homme avait autrefois été mon monde entier. Maintenant il n'était qu'une leçon incroyablement coûteuse. Il s'est retourné et m'a regardé. Ses yeux ne contenaient plus le désespoir maniaque de ce matin dans le bureau. Il n'y avait que pur épuisement et désespoir absolu. Il a murmuré mon nom. Je l'ai regardé avec un détachement serein et lui ai dit de ne plus jamais m'appeler comme ça. Il a baissé la tête. Hélène était assise dans la rangée derrière lui, pleurant jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Elle ne portait plus ses colliers de perles ni ses chemisiers en soie coûteux. Elle ne possédait plus l'arrogance hautaine de la belle-mère qui avait autrefois pointé son doigt vers mon visage et maudit mon infertilité. Les 2 devantures de Manhattan ont été saisies par les fédéraux. Le domaine de Greenwich a été repris selon notre accord légal. Ses comptes de fiducie ont été gelés pour aider l'enquête fédérale sur l'argent blanchi. Pour la première fois de sa vie, elle a compris la terreur pure de perdre des choses qu'elle croyait être définitivement siennes. Chloé a témoigné contre eux. Elle portait un simple chemisier blanc, sans maquillage, les yeux gonflés fermés. Elle a admis avoir reçu l'argent, le condo, et avoir gardé les emails et enregistrements par peur que Michael l'abandonne. Quand le procureur fédéral lui a demandé si elle savait que les fonds étaient liés à un détournement d'entreprise, elle est restée silencieuse longtemps avant d'éclater en sanglots. Elle a avoué qu'elle savait, mais a dit qu'elle était avide. Elle pensait qu'aussi longtemps qu'elle était aimée, cela suffisait. Et qu'éventuellement, elle garderait tout. J'ai écouté sans ressentir de colère. Les gens ne tombent généralement pas à cause d'un seul moment de faiblesse. Ils tombent parce qu'ils ferment les yeux et continuent à marcher même après avoir vu la falaise. Le procès a duré des jours.
Michael a été condamné pour fraude électronique fédérale, détournement de fonds, destruction de preuves et falsification. Robert d'Apex Supply a aussi été condamné. Hélène a été inculpée comme complice pour avoir reçu et caché des actifs volés. Quant à moi, après que tout a été dit et fait, j'ai signé les papiers de divorce un après-midi pluvieux et calme. Le papier était si fin, pourtant il m'avait coûté 10 ans. Un enfant qui n'avait jamais eu la chance de naître. Et d'innombrables nuits sans sommeil d'auto-blâme pour enfin le signer sans que ma main tremble. L'avocat était assis en face de moi et a doucement dit « C'est fait, mademoiselle Parker ». J'ai regardé par la fenêtre. La pluie traçait de longues traînées floues sur le verre. « Oui, c'est fait », ai-je répondu. Mais au fond, je savais que ma vie n'était pas définie par un décret de divorce finalisé. Parker Holdings, après avoir enduré une purge douloureuse, s'est progressivement stabilisé. J'ai restructuré le département financier, nommé une nouvelle équipe exécutive, ordonné des audits publics transparents, et restauré l'intégrité de l'entreprise. Les employés qui avaient été terrifiés et confus ont commencé à revenir au travail avec une confiance sincère dans les yeux. Un matin, alors que je marchais dans le hall, la réceptionniste a légèrement baissé la tête. « Bonjour, mademoiselle Parker. » Pas madame Carter, juste Anna Parker. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que mon nom suffisait. À l'anniversaire du décès de ma mère, j'ai apporté un bouquet de lys blancs au cimetière de Greenwood. Je me suis agenouillé devant sa tombe et ai posé ma main contre la pierre froide. « Maman ? Je suis désolé. Je les ai laissés utiliser ton amour pour moi pour me menacer. Mais j'ai tout repris. Ton héritage, ton honneur, et ma propre vie. Je les ai tous repris. » Le vent a bruissé à travers les pins, caressant mes cheveux comme une main douce. Je n'ai pas pleuré. Ou peut-être mes larmes s'étaient-elles asséchées il y a longtemps. Tout ce qui restait était un profond sentiment de paix. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le bâtiment de Parker Holdings. Le soleil de fin d'après-midi frappait le logo d'entreprise, le faisant briller comme une cicatrice enfin guérie. Je me suis tenu dans le hall et ai pris une lente et profonde respiration. Il y a 10 ans, j'ai construit cet endroit par amour. 10 ans plus tard, je l'ai gardé pour moi. Cette nuit-là, j'ai reçu un message texte de l'avocat. Le tribunal avait prononcé une lourde sentence fédérale pour Michael. David m'a demandé si je voulais poursuivre une action civile séparée pour des dommages supplémentaires. J'ai fixé le texte longtemps avant de répondre. Suis simplement la loi. Je n'ai pas besoin de plus de vengeance. Je ne voulais que la justice. J'ai posé mon téléphone et ouvert les portes du balcon. New York la nuit était encore bruyante, encore brillante. Et encore entièrement indifférente à la souffrance d'un seul individu. Mais cette même indifférence me rappelait que la vie avance toujours. Ceux qui trahissent paieront le prix, et ceux qui sont brisés doivent apprendre à vivre à nouveau. Non pas pour prouver leur force à quiconque d'autre, mais pour ne plus jamais se trahir eux-mêmes. L'histoire et les personnages ci-dessus sont ma propre création. Ce n'est pas une histoire vraie. Le MC de l'histoire ci-dessus est une voya. Ceci est ma réflexion personnelle après cette histoire. J'espère qu'après l'avoir écoutée, vous comprendrez que vivre avec gentillesse est une chose précieuse. Mais être gentil ne signifie pas permettre aux autres de vous piétiner. Dans une famille, un mari et une femme ont besoin de respect, de loyauté et de gratitude pour les sacrifices de chacun. Quand une crise survient, restez calme et ne vous détruisez pas à cause des erreurs des autres. Gardez vos documents légaux clairs et protégez vos actifs légitimes. Vivez avec un cœur ouvert, mais appliquez strictement vos limites. Ceux qui font mal finiront par payer le prix. Et ceux qui savent se relever après la pire douleur trouveront absolument la paix, la joie et le bonheur dans leur vie à nouveau.